Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Je suis Dominique Cordier, bienvenue dans Radio Balance au Cardinal chez Ludo, Paris 16e. Émission, comme d'habitude et comme chaque vendredi, très particulière avec des invités. Il est avec nous, c'est Benjamin Boitez. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, voilà. Bonjour avec le micro, c'est toujours mieux. Alors Benjamin, on va parler assez longuement avec vous. Vous êtes le nouveau président de l'Association nationale des turfistes. Vieille association, plus de 20 ans d'existence si je ne m'abuse. 25, et vous avez été élu, vous avez refait une assemblée générale et vous avez pris les commandes il y a 15 jours en remplacement d'un monsieur qu'on salue et qui était là avec nous pour nous dire j'arrête, je raccroche, c'est Eric Hintermann qui est là-bas dans sa montagne et donc à côté d'Évian. Coup de jeune sur l'association parce que c'est une association qui vit, qui existe, que l'on connaît, mais qui avait tendance un peu à s'endormir. Alors, peut-être pas à s'endormir, mais en tout cas qui avait besoin de se renouveler. De se rajeunir. De se rajeunir. Alors je ne sais pas si à 50 ans on est jeune, mais en tout cas je me sens assez jeune en tout cas pour relever le défi. Oui, en quelques mots, on a une association nationale des turfistes qui a la mission essentielle de défendre les intérêts des joueurs, des turfistes. Alors après, on peut faire des notions entre turfistes et parieurs, mais et cette défense des intérêts des turfistes, aujourd'hui, elle me semble vitale et essentielle dans l'organisation des courses et dans la vie de la filière. Voilà. Alors, on va pas débriefer tout le sujet, on va présenter le reste de l'émission. Sachez qu'on va beaucoup parler de l'Association nationale des turfistes. Il y a quand même une activité très importante en ce moment. On a vu le cas des Nicoles à Compiègne, tout d'abord côté course, et ensuite côté institution. C'est le limogeage de Cyril Linette qui est intervenu, vous le savez sans doute, jeudi soir à l'issue d'un vote à l'unanimité des membres de l'Assemblée qui étaient réunis en Assemblée générale ordinaire, les membres du GIE PMU. Nous recevrons également, un peu après avez-vous, une dame qui s'appelle Teresa Revet, enfin une touche féminine dans cette émission. Teresa Revet qui est écrivain, traductrice et qui sort le mois prochain un ouvrage sur François Maté, le maître entraîneur. C'est un livre que nous vous ferons gagner dans Radio Balance à la moitié du mois de novembre, un ouvrage très documenté avec beaucoup de photos. Et elle sera avec nous en présentiel pour nous dire comment elle a travaillé ce sujet, parce qu'elle m'a dit, moi je connais absolument rien aux courses, j'ai juste surtout travaillé le sujet des courses, travaillé François Maté, mais c'est un sujet que j'ai absolument découvert. Donc Teresa Revet sera avec nous. Nous aurons en duplex depuis Chantilly Alain de Royer-Dupré, qui est l'homme qui a succédé justement à la tête de l'effectif de l'Agacan, qui a succédé à François Maté. Vous aurez tous nos spécialistes, ceux du galop. Benjamin Bramy de Paris Turf qui est avec nous, vient nous dire un petit bonjour. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Il est sur la route depuis Maison Lafitte, c'est Cédric Philippe. Le taulier, il ne saurait tarder. Ensuite, on aura Kevin Baudon pour l'actualité trop, avec Alexandre de Koopman et Jérémy Lévy. Une actualité, vous l'avez vu, chargée. On va commencer tout de suite avec Benjamin Boitez. Ah ben voilà, il est arrivé, c'est Cédric Philippe. On n'a pas de micro pour Cédric. Si, il y en a, bien sûr, Cédric. Paniquez pas. Vous êtes présenté comme le taulier, vous n'aimez pas ça, mais voilà, vous êtes là. Oui, là, avec un S ? Non, pas encore. Pas encore là. Bientôt. Dans 2 heures. C'est ce que va durer. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop long. Pourtant, c'est un podcast, on avance. Il y a aussi des femmes qui disent que vous êtes trop long, mais il y en a de moins en moins. Alors, vous avez pris un risque, Dominique, parce que je parle beaucoup aussi. Donc, voilà. Bon. Alors, Benjamin Boitez, nouveau président de l'Association nationale des turfistes. Vous succédez à Eric Hintermann, qui reste président d'honneur de ce qu'il a créé, en fait. Quel est le rôle de l'Association nationale des turfistes ? En 2 mots. En 2 mots. Prenez votre feuille. Non, je ne vais pas prendre ma feuille. Je vais vous lire un article des statuts de l'association. Il résume très bien ce qu'est l'association. C'est important. Donc, cette association, c'est l'article 2 de la Constitution des turfistes, presque. Cette association a pour but, dans un esprit d'indépendance totale, ça c'est quelque chose de très important, vis-à-vis du PMU, des sociétés de course,
la promotion et la défense des intérêts généraux des turfistes. Mais on rajoute des courses et des chevaux. Ces objectifs sont de faire respecter les droits des turfistes, de participer à la bonne santé du monde du cheval et de la filière des courses, et de lutter contre toute forme de maltraitance vis-à-vis des chevaux. Donc vous vous posez vraiment en acteur de l'institution. Partie Complètement. prenante. D'autant plus que les parieurs, les turfistes, le jeu finance l'ensemble de la filière, quasi à 100%. Le jeu finance la filière. Donc aujourd'hui, on est un acteur incontournable dans la vie des courses. On est aussi des passionnés, des amoureux des courses, et on veut que les courses continuent. Donc aujourd'hui, on a un constat qui est assez simple, c'est qu'on est visible quasiment nulle part, on n'est pas écouté, alors qu'on participe complètement à cette vie des courses. Ce sont les parieurs, nous sommes d'accord. Je parle des turfistes, des parieurs, de ceux qui adorent les courses, les chevaux et toute la filière. Nous avons organisé dans Radio Balance la semaine dernière un débat qui était très intéressant. On n'a pas pu tout dire parce que le sujet était quand même très vaste. C'était comment relancer le pari hippique en France. J'aurais aimé que vous y soyez, mais vous étiez empêché professionnellement parce que vous travaillez. Votre fonction de président de l'ANT, bien évidemment, est bénévole. Vous avez écouté le débat. Qu'en retenez-vous et qu'auriez-vous aimé apporter comme idée qu'on a peut-être oublié d'évoquer ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'idées. Donc ça, ce qui est vraiment le point positif, c'est j'ai entendu plein de bonnes choses, notamment de la part de ce turfiste éleveur toulousain, dont j'ai pas retenu le nom. Xavier Favreau. Xavier, voilà, exactement, qui a fait une analyse assez remarquable de la situation, et qui pointait le constat d'échec en fait de toutes les politiques qui ont été menées aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui pour les courses en termes de paris. Pas de renouvellement, un problème de génération. Et aujourd'hui, on voit bien le décrochage à la fois des institutions et du PMU, qui est l'organe de prise de paris. Qui est la filiale commerciale. Qui est la filiale commerciale des institutions, des maisons mères, qui est là pour promouvoir le pari, promouvoir le jeu, l'essence qui fait tourner le moteur. Donc ce constat d'échec qu'a fait Xavier, notamment, était remarquable. Et ce que j'ai pu aussi retenir, c'est qu'il y avait énormément d'idées. Donc il y a un côté positif, c'est que tout le monde a des idées remarquables pour essayer de relancer le pari, relancer les jeux. Aujourd'hui, on voit une négation presque de ces idées-là par les autorités, par les institutions, ou en tout cas par les personnes qui sont en charge de la filière. Et donc il faut replacer, je pense, le parieur au centre du débat, au centre de l'échiquier, comme je l'ai dit récemment. Donc ça, c'est le côté positif. Côté négatif, c'est, je pense que l'intervention de Philippe Bouchara, je l'ai trouvée plutôt négative. Sur la partie Paris, les parieurs n'ont qu'à comprendre que ça coûte cher de mettre des bornes et de prendre des paris. Bon, je trouve ça complètement décalé d'une réalité qui est qu'aujourd'hui, le parieur est un client. Donc aujourd'hui, ok, très bien, ça coûte cher. Que proposez-vous ? C'est vous, société de course, organisateur de paris. On comprend d'autant moins que le prestataire, finalement, c'est la filiale des sociétés de course. Et bien sûr. Donc, éventuellement, la machine, ça devrait être gratuit. Oui, et puis traiter les parieurs d'EHPAD, c'est quand même. Qui a dit ça Philippe Bouchara. Oui, Philippe Bouchara. Je trouve que c'est insultant. Moi, vendredi, ça m'a choqué. C'est J'avais pas relevé parce que je le côté négatif. Ça était suffisamment long, mais c'est vrai que c'est gênant. Mais en même temps, on peut pas lui jeter la pierre plus que ça, parce que c'est vrai que la population d'un hippodrome. Alors la population d'un hippodrome, j'étais à la Capelle mercredi. C'est vrai que la population, elle est vieillissante. On est quand même sur une population à mercredi, c'est ce que je disais, le renouvellement de 60 et plus. Mais il y a une remarque. Alors personne n'a relevé. C'est Jérôme Carus qui a dit, mais ça a toujours été comme ça. Je veux dire, on a toujours eu des retraités, beaucoup de retraités sur l'hippodrome. Parce qu'ils sont plus disponibles, tout simplement. Comme vous dites, c'est un sport de oisif. Je veux dire, joue aux courses, demande d'avoir du temps, donc d'être oisif. Chômeur, malheureusement, retraité bien souvent. Donc il y a une grosse responsabilité, je pense, des... Ou rentier, parce qu'on peut être rentier. J'ai connu des gens... Ils étaient rentiers en début de carrière. J'ai connu des rentiers qui sont devenus millionnaires aux courses. Ils y étaient arrivés milliardaires. Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment... donc ce qui en ressort pour moi, c'est à la fois ce manque de renouvellement dans le pari hippique
mais également un problème de génération. Je pense qu'on a du mal à aujourd'hui passer le témoin entre ces générations de turfistes qui vont probablement disparaître et qui aujourd'hui ne trouvent plus le relais ou ne peuvent pas transmettre en tout cas ce qu'ils ont aimé faire, ce qu'ils ont appris et la passion du jeu et la passion des courses aussi. Parce que moi je lis toujours, hein, le turfiste c'est un joueur, mais c'est surtout un amoureux des courses, un amoureux du cheval. Un turfiste c'est quelqu'un qui étudie, qui fait le papier, qui s'intéresse aux courses, qui les regarde tous les jours. Donc c'est quelqu'un qui est passionné, comme beaucoup de personnes peuvent l'être sur les courses. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver le lien à faire avec les générations qui arrivent, qui sont nouvelles, qui travaillent sur leur téléphone portable. Donc ça, c'est un indice énorme. Et on a parlé de digital la semaine dernière, et c'est évident qu'il faut accélérer là-dessus. Aujourd'hui, il y a un constat d'échec. Toutes les politiques du PMU, marketing, commercial, ont mené dans des impasses. C'est un échec. Aujourd'hui, c'est un échec. Donc, puisqu'on va avoir un nouveau président, enfin un nouveau directeur général pour le PMU, moi j'espère que nous serons aujourd'hui plus écoutés, puisque je pense que le rôle de l'association également, c'est d'être pas seulement dans une critique même positive, mais c'est aussi de proposer, aider les décisionnaires à prendre les bonnes décisions et justement à orienter le jeu en faveur des nouvelles générations. Donc je pense qu'il faut remettre tout sur la table et l'association se pose, je dirais, comme un acteur qui va aider l'ensemble de l'institution à faire évoluer justement ce jeu et à transmettre aux autres générations. Premier point, vous êtes intervenu parce que vous êtes intervenu sur un fait de course qui a choqué cette semaine, c'est le fait que François Nicole ou son personnel, peu importe, ait inversé les partants. Rappelez-moi leur nom, vous savez, j'ai un problème. Il y en a Glorietta et l'autre, je me souviens voilà, plus. L'autre, il y a eu inversion, il y a eu inversion de jockey, inversion de poids. Alors déjà, on est surpris que les jockeys ne savent pas ce qu'ils montent, parce que pour le coup, même si on... je ne sais pas quel président du PMU, c'est peut-être pas un président du PMU, s'il avait dit rien ne ressemble plus à un cheval qu'un autre cheval. Pour le coup, les chevaux sont absolument différents, même s'ils sont de la même couleur. On sait les reconnaître. Et les jockeys, même les jockeys qui les montent le matin à l'entraînement, on les avait pas reconnus. Ils ont monté le mauvais cheval, au mauvais poids. Et finalement, le gagnant n'était pas celui qu'on pensait. Problème d'identification, il y a une espèce de je veux dire, de panique crade là-dedans. On ne sait pas comment ça a pu arriver. Vous m'avez dit, Cédric, en province, ça ne serait pas arrivé parce que les chevaux sont recontrôlés à l'entrée dans le rond. Et là, sur les hippodromes parisiens, non. Dans beaucoup d'hippodromes provinciaux, pas tous, j'imagine. Non, Châteaubriand, Pornichet, pour ne citer que, vous avez un contrôle qui se fait quand les chevaux sont scellés. Dans le pré-rond, avant de rentrer en présentation, on prend le transpondeur et on vérifie leur identité. Parce que tous les chevaux sont pucelés, bien sûr. Bien sûr. Donc en passant par ce filtre-là, on n'aurait pas eu cet accident. Alors qu'à Compiègne, les chevaux sont identifiés à leur arrivée sur l'hippodrome. Ou presque, oui. Ou presque, voilà. Donc il n'y a pas eu de contrôle en aval. Et on est arrivé à cette situation confuse où malheureusement, certes le joueur est pénalisé, mais tout le monde est pénalisé. Les propriétaires sont pénalisés, l'entraîneur est pénalisé, parce que je suppose qu'il y a une faute de l'entraîneur, voilà, c'est lui qui est responsable. Il prend 1 500 € d'amende. Voilà. Bon. Et bien évidemment les joueurs, ceux qui avaient joué ou l'un Musetta, c'était pas ça? Ouais. Non, Glorietta toujours. Glorietta. Bon, on avait joué l'un ou l'autre, finalement les deux chevaux ont été disqualifiés et c'était perdu. Et vous êtes intervenu sur ce sujet, Benjamin Boitez? Tout à fait. Alors, au nom de l'association, notre position elle est assez claire. Le turfiste ne doit pas être celui qui trinque à la fin. Aujourd'hui, il y a une erreur, une faute professionnelle probablement de l'écurie de François Nicole. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours aux courses. Il n'y a pas qu'aux courses qu'il y a des fautes professionnelles. Exactement. Puis les erreurs de torchon, etc. Mais c'est rattrapé. Très souvent, c'est rattrapé. Là, ça n'a pas été rattrapé. Notre position, elle est claire. Aujourd'hui, le turfiste n'a pas à subir les conséquences de cette erreur. Donc, notre position, elle est assez simple. Il aurait fallu considérer, alors c'est un travail peut-être à engager avec les autorités, notamment France Gallo, pour le coup. Notre position est de dire les chevaux auraient dû être déclarés non partants, considérés comme déclarés non partants. Et c'est-à-dire que les paris qui avaient été joués sur ces deux chevaux au simple auraient été remboursés, tout simplement. Le parieur n'est pas lésé, il est remboursé, voilà, c'est un jeu à somme nulle. Et concernant les autres paris, on applique les formules habituelles, le couplet se transforme en simple, etc. etc. C'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, le turfiste n'a rien de pire
que s'il a le sentiment on l'a trompé et que finalement il n'y a pas d'équité dans le pari. Donc comme dirait Coluche, on s'acharne toujours sur les mêmes. Voilà. Et c'est une erreur qui a été constatée avant. Je dirais que l'enquête a été ouverte et donc on a déclaré l'arrivée officielle en la modifiant. Donc c'est pas comme sur certaines courses où on s'aperçoit après coup que les erreurs sont faites. Donc là, il est trop tard. Mais là, pour ce coup-là, il faut changer cette façon de payer, ou en tout cas de faire trinquer aux parieurs des erreurs dont il n'est absolument pas responsable. Et pour lui, il peut s'estimer trompé. Et s'il s'estime trompé, c'est assez simple. Un turfiste qui s'estime trompé une fois, 2 fois, 3 fois, il vous dit au revoir. Et donc, on n'aide pas les courses. C'est vrai que cette course-là encourage l'abandonnisme. Oui, alors il y a toujours des turfistes, on continue, mais à force d'avoir ces incidents, on a eu un autre incident il y a pas très longtemps sur l'hippodrome de Lyon-Paris, où il y a une photo qui a été développée, où on voit très clairement sur la photo que le cheval qui est gagnant est déclaré il est déclaré deuxième. Finalement, les commissaires vont déclarer un didit, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un problème sur la ligne d'arrivée, sur la photo. Voilà, c'est une course à Lyon-Paris au mois de septembre. Donc ça, c'est une autre affaire, c'est pareil. On a eu Dieppe au mois d'août aussi. Dieppe, on a validé une mauvaise arrivée fort longtemps, on a commencé à payer une mauvaise arrivée, puis finalement on a payé une autre. Voilà. Enfin. Donc il faut probablement passer par le code des courses, parce qu'à mon avis, ça tient au règlement et au code des courses. Mais il faut changer ça. Donc ça, c'est une action sur laquelle il faut travailler. Nous, on préconisera des solutions, donc c'est une préconisation qu'on peut faire, mais il faut être écouté. Kevin Baudon, vous souhaitez... Bonjour Kevin. Oui, bonjour à tous. Souhaitiez intervenir? Oui, c'était pour ce point sur le respect des parieurs. On a vu, pour ceux qui suivent un petit peu les courses à Hong Kong, mercredi, un cheval qui a couru, qui est très mal parti, qui a fait la course, qui n'a pas fait l'arrivée, et qui a finalement été déclaré non partant après la course, puisque le starter, après avoir revisionné les images, a considéré qu'il y a eu un problème dans les stalles, que le cheval avait pris un temps de retard au départ. Donc il a été déclaré non partant après la course, les paris ont été remboursés et ça a été répercuté au PMU aussi. Le PMU l'a mis non partant après la course. Donc les parieurs n'ont pas été lésés sur ce point-là. Peut-être une chose dont on peut s'inspirer à l'avenir, même si c'est très compliqué, on peut s'en inspirer. Ce genre de mesure, ça vous parle, Benjamin? Parfaitement, c'est aussi simple que ça. Ça existe, on peut le faire, faisons-le. Alors après, jusqu'où développer la chose? La question est importante parce que par exemple, on voit des chevaux faire des absolues non-valeurs. Hier, par exemple, on a vu en obstacle Top Cresselia, qui est une des favorites d'une course à réclamer, qui était entravée à lâcher des élastiques. Elle était littéralement incourable, il y avait 6 contre 1. Là, j'ai pas lu beaucoup d'explications des commissaires d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a quand même des cas où on a l'impression de jouer un mort-vivant, quoi. Et c'est quand même gênant, étant donné qu'on est là pour rasséréner les parieurs. Ce genre de cas d'école pose problème. À quelle hauteur on doit rembourser, à quel moment on doit rembourser, c'est à définir. Mais il y a des moments où on a l'impression d'être un peu le dindon de la farce et d'être un peu le Ça, c'est dupe, difficile, quoi. Benjamin Boitez, de vouloir fédérer les parieurs, dans le sens où même si on parle de paris mutuel, les parieurs jouent les uns contre les autres. Je veux dire, quand vous gagnez, ça veut dire que votre meilleur ami a perdu. C'est dans le système. Une adhésion à l'ANT, ça peut m'apporter quoi? Alors, une adhésion à l'ANT, c'est rejoindre un groupe. Combien ça coûte déjà? Alors, ça coûte pas très cher. Aujourd'hui, c'est 10 € par an. Donc, c'est franchement rien du tout. J'ai entendu M. Debache la dernière fois qui disait c'est 1 € par jour. Moi, j'ai 10 € par an. Donc, je pense que c'est vraiment très modique. Pour 2 heures à Paris. C'est 3 centimes par jour. Voilà. Exactement, c'est très modique. C'est rejoindre un groupe de travail. On va changer un certain nombre de choses en termes de communication pour l'ANT très prochainement. On va essayer d'être le plus présent possible sur l'ensemble de l'actualité des courses en utilisant tous les réseaux, tous les médias et les réseaux sociaux notamment. On est aujourd'hui présent uniquement sur Facebook, mais on le sera également sur Twitter, peut-être Instagram. On sera réactif sur ces actualités, on sera présent et notre ambition, c'est d'être aussi présent dans la vie des institutions pour aller voir, rencontrer les dirigeants des institutions, du PMU bien évidemment, les ministères, l'ANJ, et de travailler avec ces décisionnaires finalement sur l'ensemble des propositions qu'on peut leur faire pour améliorer le jeu, l'équité, la transparence des courses. Et donc pour ça, pour avoir cette force et constituer ce collectif
il faut qu'on soit plus nombreux. Donc moi j'ai un appel à faire aujourd'hui. Donc c'est un appel au peuple, voilà. Et J'ai compris. Au peuple, en tout cas au peuple des turfistes, des joueurs. Aujourd'hui, l'association va œuvrer, va défendre les intérêts des parieurs. Et sur ce type de sujet, par exemple, c'en est un, mais il y en a beaucoup d'autres. On va aussi constituer un collectif, je dirais, d'idées. On est peut-être pauvre en adhérents, mais on n'est pas pauvre en idées. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut proposer. On proposera aussi à l'association de créer un forum d'écoute où chacun pourra proposer ses idées. On fera un programme également de propositions qu'on soumettra à France Gallo, au TRO et à l'ensemble des institutions et des autorités, je dirais, de régulation qui sont en charge des jeux, des paris et de la vie des courses. Donc voilà, le but, il est assez simple. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on donne le meilleur des courses aux parieurs, aux turfistes. Il faut donner le meilleur des courses. Il faut qu'on soit dans un environnement qui évolue avec son temps. Il faut qu'on renouvelle les générations de joueurs pour que les courses vivent. Alors, encore une fois, c'est l'essence qui fournit le moteur et c'est comme ça que le moteur tourne. Sans les parieurs, il n'y a plus de course. Comment on fait pour aller chercher des gens ? Il faut créer un nouveau jeu pour un peu teaser. C'est ça. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, à soumettre parce que malgré tout, là, on doit tous être un peu responsables, c'est d'apporter des idées, parce qu'on va avoir, on espère, une nouvelle équipe dirigeante avec des gens peut-être ouverts sur le monde. On l'espère. Peut-être ouverts sur le monde. Voilà, on peut toujours rêver. On fait tous nos voeux que ce soit le cas. Donc, si tel est le cas, qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous en tant que parieur, comme jeu, qui pourrait pour vous être appétant et ouvrir un peu vers une nouvelle cible ? Écoutez, j'ai eu une petite expérience récente. J'étais en République tchèque où j'ai assisté au Grand Cross de Pardubice et j'ai regardé attentivement les types de paris qu'on pouvait avoir sur ce pays et des paris qui n'existent pas aujourd'hui en France. On a des paris simples avec des formules qui sont vous jouez gagnant, donc ça c'est relativement commun à ce qu'on sait faire aujourd'hui en France, mais vous pouvez jouer aussi sur premier ou deuxième. Vous pouvez jouer sur premier à troisième, premier à quatrième. Donc il y a une offre de paris avec des cotes qui sont affichées. Et on sait aujourd'hui quand on parie ce qu'on va toucher, en fonction évidemment des paris. Mais on a la possibilité de savoir exactement, simplement aussi, parce que c'est la complexité des jeux aujourd'hui, je pense, elle fait du tort au renouvellement un peu des générations. Elle n'attire pas la complexité d'un quintet. Trouver une arrivée, c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc ça a été dit la semaine dernière et j'approuve complètement. Mais il faut qu'on cherche des solutions pour aller vers cette jeune génération qui effectivement a plus tendance, je ne sais plus qui l'a dit, mais plus tendance à vouloir gagner avant tout, plutôt que de bien gagner ou de gagner beaucoup. Donc le turfiste, je dirais un peu ancien, lui, une espérance de gain très élevée. Il veut faire l'écart, tandis qu'au foot, du 1,30, du 1,40, du 50, c'est la norme. On est dans cet esprit-là. Donc, il y a une recherche chez les jeunes parieurs de la simplicité du jeu, d'une part, mais aussi de pouvoir espérer un gain, même minimum, mais d'espérer un gain. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est perdre. Donc, il faut réfléchir sur ça et trouver des bonnes formules, faire évoluer nos formules de jeu, trouver d'autres solutions pour... Il y a des exemples, encore une fois, dans d'autres pays. Il faut s'en inspirer. Il faut voir ce qui a marché ailleurs et peut-être regarder ce qu'on peut faire sur la France. Alors après il y a un débat sur les codes fixes. Il faut l'avoir, je pense. C'est un débat qu'il faut avoir. Il faut ne rien s'interdire, je pense, pour l'avenir des courses. On va passer un petit coup de fil à notre ami et confrère Halim Bouakaz, qui travaille au Parisien et qui a enquêté, vous le savez, hier l'Assemblée Générale Ordinaire du GIE PMU a révoqué pour faute Cyril Linette, qui était directeur général de l'entreprise, de l'opérateur depuis mars ou avril 2018. Et je sais qu'Halim il est sur l'affaire. On va aller voir Halim. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris.
Rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr. Je le disais, la gouvernance du PMU va changer. Hier, Cyril Linette a été révoqué pour faute par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du GIE. 66 entités qui votaient. C'était un vote à l'unanimité contre le directeur général du PMU. Est-ce que vous avez, Halim Bouakaz du Parisien, est-ce que vous avez des informations? Parce que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Quelle sera demain, en attendant la nomination d'un nouveau directeur général, quelle sera dans les jours qui viennent, dans l'urgence, la gouvernance qui va présider aux destinées du PMU? Comme vous avez pu tous le voir, malheureusement, il n'y aura rien avant mardi, un conseil d'administration qui va se tenir. Sous la présidence de Philippe Ogier. Absolument. En revanche, c'est vraiment une telenovela là qui se passe au PMU. On avait, alors vous avez plus d'expérience que moi, mon cher Dominique, mais là on a vraiment affaire à Dallas et son univers impitoyable. Donc on n'a pas de nom, on ne sait pas si Philippe Ogier pourrait verser dans l'opérationnel, parce que c'est éventuellement ce qui pouvait être envisagé, ou en tout cas ce serait Philippe Ogier qui gérerait l'opérationnel avec les directeurs. Il y en a, hein, les ressources humaines, la DRC, la communication, le marketing, qui est quand même le service le plus important chez l'opérateur. Vous n'avez aucune piste pour le moment. Eh ben, il y a quelques pistes, mais ce qui est assez original dans la gouvernance de Cyril Linette, c'est que j'ai eu Bertrand Bélinguet au téléphone, Oui. qui lui a assumé les deux rôles, c'est-à-dire à savoir président et directeur général. Il me précisait qu'il avait un directeur général exécutif, c'est-à-dire son numéro 2. Exactement. Sauf que sous la gouvernance de Cyril Linette, on a l'impression que c'est un petit peu comme Emmanuel Macron, c'est un peu Jupiter, et il n'a pas de numéro 2 officiel. Donc c'est un peu là qu'est le flou, mais l'hypothèse de voir Philippe Ogier endosser les deux rôles n'est pas à écarter. Selon moi en tout cas. Très bien, mais on le lira demain dans Le Parisien et dans Aujourd'hui en France. On a avec nous Halim Benjamin Ouattès, c'est le nouveau président de l'Association nationale des turfistes. Il a une question à vous poser. Non, c'était plus une réaction par rapport à la possibilité de Philippe Ogier. Moi, je dirais que ça serait une très très bonne chose, en tout cas, parce que nous espérons au sein de l'association des turfistes que le nouveau directeur général, alors peut-être président directeur général, sera quelqu'un qui sera un peu dans le profil de Philippe Ogier, quelqu'un qui connaît très très bien les courses, qui sait diriger et qui saura en tout cas nous écouter. Et c'est une des choses qu'on va proposer en tout cas au nouveau directeur général du PMU et à l'ensemble des institutions, à savoir que nous souhaitons, d'ici aux prochaines élections, en tout cas qui auront lieu en 2023 dans les maisons mères, nous souhaitons essayer d'être présents, en tout cas à titre consultatif, dans l'ensemble des commissions, assemblées, qui parlent à la fois de l'organisation des courses, mais aussi du jeu, évidemment au PMU en premier lieu. Oui, du coup, je vais me permettre de mettre un bémol, Benjamin. Je suis pas membre de votre association et je vais enlever mon costume de journaliste. Mais Philippe Ogier, ses compétences et ses connaissances ne sont pas à remettre en cause. Mais vous, en tant que représentant des turfistes, vous ne souhaiteriez pas avoir quelqu'un à temps plein pour ce rôle, parce que le rôle du directeur général du PMU, qui est un véritable mastodon, doit être un emploi à plein temps, et ça ne vous dérangerait pas d'avoir quelqu'un qui a d'autres obligations par ailleurs, et donc qui cumulerait les mandats? Non, mais si Philippe Ogier accepte la direction générale, il y mettra tout son temps. Donc il est peu probable que ça soit lui, mais ce que je voulais dire, c'était uniquement que c'est un profil de personne que nous espérons avoir, quelqu'un qui connaît très bien les courses et qui a un esprit d'ouverture également, donc qui saura nous recevoir, j'en suis certain. Donc voilà, c'était plus par rapport au profil de Philippe Ogier, mais il est très évident que même si on peut supposer que ça pourrait faire un bon candidat, comme une autre personnalité du monde des courses,
Là où je vous rejoins, j'en ai parlé avec Dominique, là où je vous rejoins, c'est que Philippe Ogier, il faut s'en souvenir, c'est qu'à la sortie du premier confinement, a joué un rôle primordial pour la reprise des courses qui a failli être annulée par le gouvernement. Ce qui lui a valu ensuite d'être nommé lors du départ de Bertrand Méheux, parce qu'on solde aussi les années Méheux, d'être nommé après le départ de Bertrand Méheux à la tête du conseil d'administration du PMU. On parle de Philippe Ogier qui a quand même un certain âge, 72 ans, dans le cadre d'une situation, d'une solution intérimaire, nous sommes bien d'accord. Ensuite, faut-il qu'il accepte et faut-il qu'il ait un minimum de compétences. On ne peut pas piloter. On peut pas conduire le Titanic en étant pilote de pédalo. Il faut rappeler quelque chose. Si Philippe Ogier ou quelqu'un d'autre en interne prend les rênes, ce sont dans les statuts du PMU, c'est-à-dire que pendant 6 mois, il peut y avoir un intérim avant nomination d'un nouveau directeur général et ça ne peut être fait qu'en interne et durant la période de 6 mois. Bon, en tout cas, je pense savoir que l'État regarde ce qui se passe au PMU, ça c'est sûr. On a appris que la semaine dernière... alors, l'information n'a pas été confirmée, mais sans doute est-elle vraie que Cyril Linette était allé jusqu'à voir le secrétaire général de l'Élysée. On sait qu'avant l'Assemblée générale... C'est que son entourage dément, Dominique. Oui, il démente, bien sûr, mais tout le monde peut tout démentir. Le référé, on peut démentir aussi. Je veux dire, Linette a perdu parce qu'il a voulu faire annuler en référé la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. Hier, il a perdu. Je sais que l'entourage dément le fait d'avoir vu Monsieur Colère, mais bon, a priori, il l'aurait vu quand même. Bref, en tout cas, il a attiré l'attention de l'État sur la gouvernance du PMU. Le PMU regarde cela et on peut éventuellement changer le mode de gouvernance parce que là, on a quand même un problème. On n'a pas de numéro 2. Lorsque Philippe Germont est parti, voilà, Monsieur Hurstel a pris la suite et il n'y avait pas de vacances du pouvoir. Là, on se retrouve dans une situation qu'on a vu venir... qu'on savait possible, mais rien ne permettait de sursoir à celle-ci. Et si je peux rajouter, je vous écoute, Dominique, Benjamin. Si je peux rajouter, c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où cette vacance du pouvoir, comme vous dites, c'est toujours synonyme d'immobilisme. Il ne se passe rien. On est dans un flottement total. Et donc, c'est pas ce dont on a besoin pour les courses aujourd'hui. En tout cas, bon courage aux suivants, parce qu'on est quand même s'il y a l'affaire Thémis, dont on me dit que c'est celle qui a gouverné en tout cas, c'est le détonateur, le déclencheur du départ de Cyril Linette. Il ne faut pas oublier qu'économiquement, le bilan est catastrophique. On est sur un chiffre de -7 pour 2021, quand la Française des Jeux fait -15. Je veux dire, on a... assisté plus 15, oui, pardon. On a assisté ces 3 ou 4 derniers mois à une désertion absolue des joueurs parce qu'on a touché au sacro-saint, c'est-à-dire le programme de fidélité. Exactement. À tel point que le 1er novembre, le PMU va finalement peut-être proposer une offre de fidélité plus importante qu'elle ne l'était avant. C'est du grand n'importe quoi. Donc on était sur une impasse économique, on est sur une impasse sociale également. Et donc bon courage aux suivants, si on le trouve, parce que vous me parlez, mon cher Benjamin Boitez, d'experts du jeu, des experts du jeu capables de piloter un paquebot comme celui qu'est le PMU. Je ne suis pas sûr que ça existe en France. On peut peut-être imaginer qu'on aille le chercher chez un opérateur étranger. Merci Alim Bouakaz. Eh bien, merci les amis, et puis bonne émission. Et on vous lit avec la plus grande attention demain dans le Parisien, aujourd'hui en France. On poursuivra avec vous, Benjamin Boitez. Un dernier mot, l'appel au peuple s'est fait, il faut adhérer à l'ANT parce qu'il peut se passer des choses. Le drame, vous l'avez dit, on n'a pas relevé, mais c'est qu'on n'est pas, on n'est pas représenté. Le turfiste, qui est le premier bailleur, l'un des premiers bailleurs de la filière, n'est pas représenté dans les instances, qu'il s'agisse du Trot du Galop, dans les instances du PMU. Je ne suis même pas sûr qu'il soit représenté à l'ANJ, à part parce que finalement, lorsqu'on a un représentant des joueurs à l'ANJ, c'est sans doute un représentant de SOS joueurs, donc c'est des malades, il faut les soigner. Exactement. Donc c'est un paradoxe total. On participe et on finance la filière et l'ensemble des courses, du monde des courses, de l'éleveur jusqu'au jockey, en passant par l'entraîneur. Le propriétaire finance aussi, en investissant sur les chevaux,
l'ensemble de cette filière. Donc il y a 2 financeurs aujourd'hui, propriétaires et turfistes. Et les propriétaires sont dans les associations, France Gallo, Le Trot, qui sont des associations, ont les propriétaires dans leurs assemblées. Mais les turfistes ne sont pas là, alors qu'ils sont les principaux financeurs des courses. Et donc notre travail à l'ANT, c'est de réunir ce collectif suffisant, solide, d'avoir un socle qui soit solide, suffisant en tout cas pour pouvoir aller voir ensuite ces institutions. Et nous sommes les clients finalement. Et ces clients-là, aujourd'hui, on ne les écoute pas. Et quelqu'un m'a dit même dans l'assemblée de l'association, on nous méprise. Et effectivement, on n'est pas très loin du mépris quand on voit que depuis des années, personne ne reçoit l'ANT. Il y a eu l'événement du changement du site du PMU online. À tel point que ce jour-là, tout le monde a été méprisé à un point tel, c'est que lorsque vous vous plaignez, les gens sont venus me voir, des gens venaient me voir à Vincennes, Monsieur Cordier, j'ai appelé le service client du PMU, on m'a dit je suis le seul à me plaindre. À quel point peut-on mentir à ses clients de cette manière-là, alors que le nouveau site du PMU, c'est bullshit. C'est incroyable. Donc c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que j'espère, on appelle de tous nos voeux à ce que le nouveau directeur du PMU soit quelqu'un qui connaisse les courses, et qu'on ait un système qui permette de gouverner les paris, de réguler les paris, qui soit en phase avec les attentes des turfistes, l'attente des joueurs. Et aujourd'hui, on n'a absolument aucune écoute, on ne participe à rien, alors qu'on fournit l'essentiel de l'essence au moteur. Et donc, on doit travailler sur notre socle. Il faut ensuite qu'on aille parler aux institutions, faire des propositions. Encore une fois, je ne suis pas dans l'opposition et dans la critique assez facile. C'est toujours facile de critiquer, mais toujours très difficile de proposer et de donner des solutions. Après, il faut avoir un certain courage de prendre les décisions. On a vu les années précédentes qu'on n'avait pas beaucoup de courage. Vous l'avez évoqué la semaine dernière également. On peut d'ailleurs dire à Philippe Bouchara, c'est lui qui l'a dit, donc il n'a pas dit des choses que négatives. En tout cas, il a dit que depuis 40-50 ans, on n'avait jamais eu le courage de prendre des bonnes décisions, d'innover, de tenter des choses. Ou alors quand on l'a fait timidement et on l'a fait de telle manière à ce que ça ne fonctionne pas. Donc il faut changer ça. Et il faut écouter les turfistes. On a une association qui se veut être très représentative grâce à des adhérents qui sont des turfistes expérimentés, qui connaissent le jeu, qui connaissent aussi les chiffres, qui sont capables d'analyser un certain nombre de choses. Donc on a une boîte à idées qui est énorme. Il faut en profiter. Et je pense aussi, et dernière chose, je pense que dans la responsabilité de l'association, c'est aussi de transmettre. Et je crois fermement à ce que les turfistes aient une responsabilité pour transmettre leur savoir, leur passion. Il faut que les gens s'intéressent aux courses. Il faut rendre plus populaires les courses. On a perdu cette popularité. Les courses sont enfermées dans un cercle très restreint de personnes qui les connaissent. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de gens ne connaissent pas énormément les courses. Vous l'avez dit aussi la semaine dernière, encore une fois, j'aurais dû être présent, mais les courses existent encore. Donc, c'est des réactions comme ça, on en a tous les jours. Et quand vous amenez des gens comme ça aux courses, vous leur faites découvrir le monde des courses, ils viennent au pari derrière. Ils viennent au pari parce que c'est un jeu. On a l'impression quand on joue un cheval d'être dessus ou d'être le propriétaire de ce cheval. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à transmettre, ces émotions. Et c'est aussi la science un petit peu du pari, c'est-à-dire le turfiste qui fait le papier. Et pourquoi ce cheval-là, il a gagné? Pourquoi ce cheval-là, je regarde après la course et j'essaye de comprendre pourquoi ce cheval, aujourd'hui, il a gagné, alors qu'auparavant, il n'avait rien fait. Donc ça fait partie un petit peu des choses qu'on doit transmettre. Il y a toujours une explication. Et je pense que j'ai toujours dit, lorsque je gagne ou je perds au loto, finalement, c'est le fait du hasard. Lorsque je gagne ou lorsque je perds aux courses, si je perds, c'est à cause de moi, c'est parce qu'il y a des paramètres que je n'ai pas suffisamment pris en compte, mais ça ne m'arrive jamais. En revanche, quand je gagne, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai bien fait le papier. Merci, vous restez avec nous, Benjamin Boitez. On va parler d'un temps où les courses étaient extrêmement populaires en France, dans les années 70-80. Et on va parler d'un monsieur qui s'appelait François Mathé. Cela fait une trentaine d'années que le maître entraîneur nous a quittés.
François Maté, qui est le personnage principal d'une biographie, François Maté, le maître entraîneur, biographie qui est signée Teresa Rêvé. Nous allons recevoir Teresa qui va nous dire comment elle est arrivée à faire cette biographie de François Maté. On aura avec nous celui qui a succédé à la tête des Agacans à Chantilly, c'est Alain de Royer-Dupré. Bonjour Teresa Rêvé. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui sort le mois prochain, qui s'appelle François Maté, le maître entraîneur. Un mot sur vous, vous êtes écrivain, traductrice ? Oui, je suis romancière, j'ai écrit des romans historiques, je suis traductrice depuis longtemps, mais je suis surtout une passionnée d'histoire, et notamment de l'histoire du XXe siècle. Et j'ai écrit une dizaine de romans qui ont toujours un arrière-plan véridique historique et puis des personnages fictifs. Et là, pour la première fois, je m'intéresse à un personnage qui a existé, mais qui campe dans un milieu et dans un monde que je connais, qui est celui du XXe siècle, et qui est le monde des courses. Alors, vous connaissez le XXe siècle, vous ne connaissez pas du tout les courses ? Je connais un peu quand même. Je suis cavalière depuis l'âge de 4 ans. Et puis, j'ai toujours eu une approche. Alors, je ne suis pas une spécialiste et je pense que c'était ce qui était intéressant pour ce livre, c'est que mon regard soit celui, justement, de quelqu'un d'un peu de l'extérieur. Pour donner au portrait de François Maté une véracité aussi plus psychologique, peut-être à la portée d'un plus grand nombre, parce que je m'adresse au-delà du monde des courses, à ceux qui aiment l'hippisme, à ceux qui aiment les chevaux, et c'était avant tout un homme de cheval. Alors, la question que je me pose, nous avons, Teresa, vous et moi, le même âge. Moi, François Maté, ça me parle, mais je veux dire, pas comme André Fabre ou comme Alain de Royer-Dupré qui va nous rejoindre. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez intéressé à la vie de François Maté ? Mais parce que j'ai été fascinée par le rebelle. J'ai été fascinée par un homme qui est arrivé dans le monde des courses par effraction, par passion, dans un monde de seigneurs, puisque votre monde des courses est un monde de seigneurs, et que après sa mort prématurée, il a été élu par ses pairs plus grand entraîneur du XXe siècle. C'est ça qui m'a fascinée. Et puis surtout que c'était un homme qui disait... le cheval m'a perdu, mais je lui dois tout, et qui disait surtout à Léon Zitrone, je déteste parler. Donc je suis partie en quête d'un personnage qui détestait parler. Bonsoir Alain de Royer-Dupré. Bonsoir. Alors on a un peu commencé avec Teresa, à présenter d'abord Teresa, qui est pas connue de notre population turfiste. On a un peu présenté François Maté. Je pensais que vous vous étiez rencontrés, alors elle me dit pas du tout. En revanche, je sais une chose sur Alain de Royer-Dupré, il n'y a pas de trait d'union. C'est exact. Et voilà. J'ai pris grand soin. Sur le livret signalétique, il n'y en a pas. J'ai pris grand soin, cher monsieur, de faire attention à ce que vous n'ayez pas de trait d'union. Moi, je lutte avec un accent aigu sur mon nom, donc je sais combien j'ai vu que Teresa, il n'y a pas d'accent, et Rêvé, on a un premier accent. Mais c'est un nom d'origine hongroise, donc nous luttons, nous les Hongrois, beaucoup avec nos accents. Et Teresa nous disait, c'est l'homme qui parlait peu, finalement, François Maté. Vous qui l'avez bien côtoyé, Alain. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les entraîneurs étaient beaucoup moins médiatisés que maintenant. Hein. C'était beaucoup plus réservé. Je pense qu'il y avait des gens qui se côtoyaient et d'autres qu'on ne voyait jamais. Et puis il y avait seulement la radio, il n'y avait pas vraiment la télévision. Ce que vous disiez, on va en parler de Zitrone, la télé des courses est arrivée avec Zitrone. Oui, il avait Zitrone, tout à fait. Il avait dit, François Maté avait dit à Léon Zitrone, je déteste parler, mais on l'appelait d'ailleurs le Sphinx, il était surnommé le Sphinx de Gouvieux parce qu'il restait très discret. Cela dit, j'ai lu énormément d'articles. Il a quand même communiqué, il a écrit, il a tout de même parlé, il a répondu à des interviews. Donc, on peut retracer tout de même, grâce à ces archives, et comme j'ai eu accès à toutes les archives familiales, et beaucoup de lettres d'ailleurs de sa part qui étaient donc dans les archives et ce sont des inédits qui sont dans le livre, j'ai pu quand même brosser le portrait d'un homme, non seulement d'un entraîneur et d'un immense entraîneur, mais aussi d'un homme. Et ça, c'était tout à fait fascinant. Donc, il parlait un peu plus qu'on ne pouvait le croire. Oui, donc on va découvrir tout ça. Vous allez découvrir des pépites. Oui, mais sûrement. J'en doute pas, parce que c'était quand même un beaucoup plus. Mais même encore maintenant, il y a toute une partie de la vie de chacun qu'on ne connaît pas. Est-ce que Alain de Royer-Dupré, vous avez reçu un enseignement
de François Maté que vous avez rejoint. Vous aviez 35 ans, si je ne m'abuse. Non, moi je l'ai pas rejoint. Moi, je suis arrivé à Chantilly. Vraiment à sa suite. Non, pas du tout. Non, j'ai commencé tout seul à Chantilly, et puis j'ai pris sa suite à la fin quand il a disparu. C'était très rapide d'ailleurs. Je m'attendais pas du tout. Je l'avais rencontré 2 jours avant. Je me souviens très bien. J'étais en voiture, je sortais de chez moi et on a failli presque se toucher. Et donc on s'est arrêté. Et je me souviens avoir dit à Yves Saint-Martin, dites-moi, votre patron, il a encore de très beaux réflexes. Ouais. Et puis 2 jours après est arrivé le. Voilà, le destin l'a emmené. Le destin l'a emmené de façon extrêmement brutale et prématurée, mais qui correspondait. C'est peut-être, je dis dans le livre qu'il est mort comme un chêne qu'on abat, et je pense que c'est ce qu'il aurait souhaité s'il avait pu choisir sa mort. On ne choisit pas nos morts, mais elle correspondait à ce caractère très entier, complexe, fascinant. Oui, de ne pas finir sur un lit d'hôpital avec des il est mort debout. Il est mort debout, mais il est mort debout, mais c'est vrai qu'il a laissé pour le coup un grand vide, notamment évidemment pour ses plus proches, pour ses fils, pour son épouse. Mais il a marqué son temps, il a marqué ce XXe siècle, au-delà des frontières de la France, et il l'a marqué aussi par tout ce qu'il dit. Je cite énormément d'anecdotes, je cite bien sûr, j'essaye d'apporter un regard d'auteur, d'écrivain sur cette relation inouïe entre Yves Saint-Martin et François Maté, que j'ai appelé l'équilibre des magnifiques dans le livre, parce que c'est emblématique. Ce sont des archétypes entre le maître, l'élève. On remonte très loin dans l'émotion que François Maté a apporté dans votre magnifique monde des courses, qui est quelque chose pour moi qui n'en fait pas partie, et c'est pour ça, je crois aussi, que le livre est intéressant. C'est que je me suis attachée à des choses très profondes qui sont... Vous avez des ressorts de la tragédie antique, et d'ailleurs le maître entraîneur le disait lui-même, dans votre univers des courses. Et moi, je me suis attachée à ça. J'ai voulu rendre hommage à ce monde, et qui peut-être au XXe siècle, en effet, les années 50, 60, 70, j'ai voulu montrer l'évolution de cette élégance, de cette éthique. François Maté, qui se battait tellement pour l'éthique, pour sa lutte permanente contre les traitements, contre le doping. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et ce qui m'a le plus touchée chez cet homme, c'est l'amour du cheval. Parce qu'en fait, le secret, c'est ça, c'est préserver le cheval dans son intégrité physique et psychique. Quelque part, il y avait une approche, me semble-t-il, militaire au départ. Puis ce qui est important, parce que c'est la rigueur, Bon, il avait connu la guerre, malgré il avait connu beaucoup de choses. Hein. Absolument. Les gens de cette génération-là, dont faisait partie mon père, ils avaient une rigueur qui a un peu disparu. Il était je dis sa page Wikipédia, il était fils de militaire, il avait fait Saint-Cyr. Il a fait Saint-Cyr, mais il disait cette fois. Il était lieutenant. Non, mais il a dit cette fois. Son père était officier de cavalerie, mais il était surtout d'une famille d'ingénieurs, et il était. D'ailleurs, on pensait qu'il deviendrait ingénieur, mais il est devenu officier de cavalerie lui aussi, jeune homme, parce qu'il est tombé fou amoureux du pur sang quand il est allé à Longchamp à l'âge de 16 ans. Il a eu un coup de foudre. Et alors, il a dit ensuite, je ne pouvais pas concevoir qu'être officier, ça ne signifiait qu'on devenait cavalier. Et donc, je suis devenu officier de cavalerie. En fait, il est devenu officier de cavalerie pour monter à cheval. Et il a été donc gentleman rider, le plus grand... 4 fois champion de France. 4 fois tête. Et puis surtout, cette année 1936, avec 51 victoires à l'obstacle comme gentleman rider, record qui a été battu par Pascal Hada, mais plus d'un demi-siècle plus tard. Alain, vous avez été gentleman aussi, mais pas au niveau de... Non, mais pas du tout, parce que moi je sortais des sports équestres, surtout concours complet, et je montais pas à l'entraînement le matin, donc je suis monté comme un... pas comme un jockey, comme un cavalier, c'est tout. Oui, mais c'est ça qui est intéressant avec le personnage, c'est qu'il a toutes les facettes de l'homme de cheval. Il est cavalier, il est entraîneur, il est éleveur. Et cet amour de l'animal, moi qui suis une très modeste cavalière, mais cet amour de l'animal m'a infiniment touchée dans cette année, nuit et jour, que j'ai passée avec François Maté.
Un ouvrage, c'est combien d'heures de travail? Alors, vous avez commencé moi que ce soit mes romans ou là, c'est ma première biographie, mais pour moi, c'est toujours à peu près 2 ans et demi de travail. Or, cette fois-ci, il se trouve que le travail d'archiviste et d'historienne a été fait par Nathalie Maté, qui est sa belle-fille. Donc, j'ai pu m'appuyer sur un travail remarquable qu'elle avait fait, extrêmement fouillé sur donc tout ce dossier des propriétaires, des jockeys, du palmarès. Donc en m'appuyant, grâce à cela, j'ai pu en fait écrire le livre en un peu plus d'1 an, sachant que j'avais un appui considérable d'archiviste en arrière-plan, qui est d'habitude un travail que je fais moi-même et qui me prend alors de... Sinon, le livre aurait vu le jour dans 2 ans et on ne sait pas où on ne sait. Il y a un moment où il faut écrire les choses. Et puis, c'était le centenaire de l'Arc qu'il a gagné 4 fois. Pour moi, c'était important aussi de sortir, de publier ce livre cette année-ci, symboliquement. Non, mais moi, j'ai toujours été étonné que des grands entraîneurs qui ont marqué leur époque, c'était le cas de M. Maté, qui n'aient pas eu plus d'ouvrages à leur sujet. Parce que mais en France, ce serait en Angleterre, il y en aurait eu beaucoup plus. Absolument, c'est le premier ouvrage sur un entraîneur. J'espère que ce n'est pas le dernier, mais en tout cas, c'est le premier. Il ouvre la voie sur un entraîneur, un grand entraîneur. Je ne sais pas pourquoi en France, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis sur leurs entraîneurs. Bon, maintenant, voilà, c'est une première. On manque peut-être de bonnes plumes depuis le temps que je dis à Cédric Philippe de s'y mettre. C'est le temps qui manque et puis malgré tout je me préserve pour 2-3 dossiers, mais j'ai 2-3 idées, je vais pas vous mentir, j'ai 2-3 idées. J'ai déjà écrit des choses que je n'ai pas publiées, mais le jour où je publierai, on le saura. Vous serez le premier informé, Dominique. Alain, vous connaissiez de quelle façon François Maté? Alors moi, quand je suis arrivé à Chantilly, donc de ma province, j'ai beaucoup regardé. Je dois dire que je me suis même caché derrière un arbre de temps en temps pour regarder ce qu'il faisait, parce que moi, je ne connaissais pas du tout l'entraînement à Chantilly. Il se trouvait qu'on était sur les mêmes pistes le matin. Et j'ai beaucoup appris en regardant, ça c'est sûr. Vous l'avez vu agiter sa canne? Je me suis... oui, il pouvait, effectivement. Mais il pouvait parfois avoir hausser la voix. Mais mais moi, franchement, ça a été pour moi... j'avais la chance, Yves Saint-Martin venait galoper des chevaux aussi, m'a aidé. Oui. Et donc, c'était un peu mon école. Hein. J'ai regardé parce qu'en province, on n'avait pas de gazon, on travaillait sur le sable, on avait des méthodes qui étaient quand même à l'époque assez différentes. Et donc, j'ai beaucoup appris en regardant, c'est certain. Mais on n'a pas eu de rapport très rapproché, si ce n'est que c'était des rapports courtois. Je me souviens un jour, j'ai un cheval qui a été tapé un cheval dans son lot et on a dit quelques mots et c'était un cheval agacan qui avait tapé un autre cheval agacan, donc c'était moins grave. Tout va bien. Vous voyez, ça a été des choses tout à fait mais il avait un caractère impossible. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il était détesté par ses pairs, admiré et adoré par ce que j'ai appelé le petit peuple des courses. Ça aussi, c'est un trait de la personnalité qui m'a fascinée. C'est qu'on le surnommait, enfin un journaliste dans un article assez récent l'a surnommé le prince des entraîneurs et l'entraîneur des princes. Donc il côtoyait en effet aussi bien l'Agacan que les Rothschild et donc tout ce panache extraordinaire de l'élégance des courses. Mais il était adoré par les turfistes parce qu'il respectait son intégrité, cette intégrité, cet honneur, ce sens de l'honneur qu'il avait. Et alors, il y a un passage de lui au dossier de l'écran. Alors, aux plus jeunes, ça ne dira rien, mais peut-être, Dominique, vous et moi... Les dossiers de l'écran, j'ai regardé. Oui, je crois que c'était mes premières émissions de télévision. Mais c'était magnifique. Oui. Vous vous souvenez encore vous souvenez de la musique. Musique, voilà. On peut les revoir, d'ailleurs, sur le site de l'INA, pour certains. Oui. Eh bien un dossier de l'écran d'anthologie avec François Maté dans toute sa splendeur et qui reçoit ensuite des lettres de turfistes qui ont regardé l'émission. Et on parlait aussi du PMU, parce que comme vous en parliez avant. Et ces turfistes des lettres d'ailleurs que j'ai mises dans le livre, qui montraient combien il était admiré, reconnu et aimé, fondamentalement aimé par ce que j'appelle avec beaucoup de respect le petit peuple des courses, qu'il a toujours défendu d'ailleurs. Mais je crois que c'est assez...
une écurie où les chevaux courent toujours très droit, il est évident que c'est très apprécié de tout le cercle des courses. Parce que cette relation au parieur, c'est un peu celle qui vous commande, Alain? Oui, moi je dois dire que c'est assez sympathique aux courses d'avoir. Il y a des joueurs avec lesquels on a l'habitude de dire un petit mot et puis ils te demandent un renseignement et on le donne volontiers. C'est même le côté agréable. Mais c'est important puisque vous dites, il me semblerait, j'ai des amis qui sont dans le monde des courses et qui ont cette passion qui est la vôtre, c'est que justement ils se plaignent maintenant que les gens viennent moins, qu'il y a moins de monde et je pense que cette relation est extrêmement importante et de redonner goût à cette beauté des courses et à cette adrénaline de fou qu'on vit quand on assiste aux courses. Ça c'est vraiment quelque chose d'important et il y avait cette phrase assez amusante sur lui du baron de Dulaine qui disait que on ne dit pas qu'il y a un Karim Aga Khan qui court, on dit qu'il y a un Maté qui court et qui court et qui gagne. Évidemment, c'est un pléonasme. Oui, non, je comprends tout ça. Mais moi, je suis arrivé finalement, je l'ai côtoyé très peu de temps parce que je suis arrivé 2 ans avant ou 3 ans avant qu'il disparaisse. Oui. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'occasions. Et moi, je venais du milieu des sports équestres et des courses de province. Je connaissais absolument pas la sphère parisienne. Oui. Bah, lui était aussi un homme de... C'est ça aussi qui est intéressant. Il est né à Vesoul, qui était la ville de garnison de son père, mais c'est un homme qui est par sa lignée paternelle, il est d'origine lyonnaise et il est franc-comtois par sa mère, ce qui explique aussi ce côté tête dure. Et ces gens de la terre, c'est un homme de la terre. Il y a cette merveilleuse phrase qu'il dit à Alain Delon à un moment donné, « Je suis un paysan ». Ça aussi, c'est une lettre qui est dans le livre. « Je suis un paysan », c'est un homme de la terre. C'est la terre qu'il aimait, c'était les animaux, c'était le cheval, c'était son élevage de charolaise. C'est vraiment un homme de la terre. C'est un homme debout et qui moi, m'a infiniment séduite par son caractère, son tempérament et par cette carrière inouïe. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, écoutez, François Maté, le maître entraîneur, c'est... Dites-moi. Alors, le titre du livre... Non, Dominique, je me permets là. Je vous écoute, Teresa. Le titre du livre est La course parfaite. C'est vrai, c'est La course parfaite. Mais oui, mais c'est un très... Écoutez, c'est moi qui l'ai trouvé. Pourquoi pareil titre? Le titre est bien choisi. Merci, monsieur Royer. Ça fait plaisir à Teresa. Oui, vous me faites plaisir parce que c'est moi qui l'ai trouvé et trouver un titre, croyez-moi, c'est pas facile. La course parfaite, pourquoi? Parce que c'était pour François Maté, une course, c'est l'art et la manière. Donc, il pouvait, alors je vais dire un mot un peu vulgaire, mais il pouvait engueuler Saint-Martin en disant, alors qu'il venait de gagner un prix de Diane avec la Sega, en lui disant « Tu as massacré tous mes chevaux » parce qu'il n'avait pas monté pour économiser le cheval comme le voulait l'entraîneur. Donc la course parfaite, c'est l'art et la manière, et la course où les forces du cheval sont le plus préservées, économisées. Donc ça lui va comme un gant et c'était l'objectif de sa vie. Et vous verrez en lisant le livre que c'est un fil rouge tout au long du livre jusqu'à la fin. Non, mais moi je me réjouis de le lire. Et je me réjouis. J'espère qu'après vous me direz ce que vous en pensez. Mais certainement. Je m'en ferai l'écho. Je ne suis pas inquiet. Ça sort à la mi-novembre. Ça sort le 11 novembre, le jour de l'armistice. Le jour de l'armistice, vous m'avez dit en plus. Pour un officier de cavalerie, c'est facile. Je n'ai décidément que peu de mémoire. On en fera gagner d'ailleurs aux auditeurs de Radio Balance. On fera un petit jeu, on l'avait fait l'année dernière pour l'ouvrage de Jacques Pau, qu'on fera pareil pour la course parfaite de Teresa Rêvé. Un ouvrage que vous pourrez, si vous ne gagnez pas, aller chercher en librairie. Et cadeau de Noël. Les cadeaux de Noël, oui, c'était vraiment un beau cadeau parce que plutôt que la boîte de chocolat. J'ai eu la chance de voir le livre et il est extrêmement documenté. Et lorsqu'on voit toute la biographie que vous avez consultée, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Et vous avez retrouvé également, en termes d'iconographie, de très belles photos. Il faut le souligner. Alain, avant de vous quitter, merci de nous avoir fait l'amitié de participer à cette émission. Non, mais je sais, Alain. Un tel respect pour le maître entraîneur que c'est plutôt moi qui suis ravi d'être là. 2 partants ce week-end. Valia dans le Royal Oak. Oui. Première chance. Je la trouve très bien. Je la trouve mieux qu'avant. Je l'ai trouvée manquant un peu de compétition dans le Royal Lieu. Elle est 3e. Elle est peut-être à sa place d'ailleurs. Elle court plutôt bien. Et je la trouve vraiment très bien. Sa préparation et c'est passé comme on le désirait. Donc j'espère avoir
avoir une bonne performance. Et le terrain, l'eau qui est tombée, c'est plutôt un avantage pour nous, je pense, puisque la jument a eu l'habitude de faire la distance et puis que le terrain souple, c'est vraiment ce qu'elle aime. Donc je suis plutôt confiant. Bon, on peut tomber. Il y a ce cheval Casino qui nous a déjà battu. On l'a battu aussi, donc c'est pas sûr de le battre, mais je trouve que la jument est vraiment le mieux qu'on peut être. Vous serez à Longchamp dimanche ? Oui, tout à fait, oui. Très bien. Tout à fait. Et vous avez, parce que vous auriez pu aller à Senon-Poincé, vous débutez en Davy. Oui. Avec oui, Nicolas. Si je vais à Senon-Poincé, c'est un cheval extrêmement tardif, qui a eu pas mal de problèmes, qui commence à être bien. Donc, sera-t-il assez avancé pour être performant Le terrain souple ne devrait pas le gêner, vu son pédigré, mais j'en sais pas plus. C'est pas une rayure pour vous. Hein. Bon, on peut avoir une bonne surprise. Hein. Voilà. La dernière fois que vous étiez venu, vous avez dit oh là là, regardez-le courir, hein. Touchez pas ça. Hein. Et voilà, ouais. vous aviez. Il faut voir pour savoir. Alain, vous reviendrez nous voir dans Radio Balance, même si on va entrer dans un long tunnel de trop. Vos derniers partants, ce sera pour les derniers jours de décembre. Vous serez avec nous. Peut-être viendrez. Oui, j'espère aller courir. J'espère finir d'aller courir à Hong Kong pour la grande réunion. Ouais. J'ai gardé Ebaïra pour ça, donc pour le vase. J'espère que pour l'instant tout se passe bien. J'espère qu'on pourra y aller dans de bonnes conditions. Oui, attendez, on va allumer le micro de Cédric, oui. Il ne faut pas oublier aussi, Dominique, qu'Alain aime aussi tous les sports, toutes les disciplines. Oui. On le voit régulièrement à Vincennes aussi l'hiver. Oui, bien rallye, oui. Mais non, moi je suis assez ouvert à toutes les disciplines. Oui, tout ce qui touche au cheval. La seule chose que je connais mal qui touche au cheval vraiment, c'est le polo. Le reste, j'ai aucun problème. Vous pouvez aller prendre quelques petites leçons auprès d'André Fabre. Non, je suis à mon âge, il faut que je sois raisonnable. Il faut être raisonnable. Non, mais je disais, Alain, pour vos derniers partants, venez boire un verre avec nous au Cardinal Porte de Saint-Cloud. Ça nous fera plaisir. Je retiens l'invitation. Ça marche. Merci Alain. À bientôt. Merci, au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Eh bien, après ces jolis moments avec Teresa Rêvé, Alain de Royer-Dupré, Benjamin Boitez qui est resté avec nous, c'est le nouveau président de l'Association nationale des turfistes. Nous allons enfin parler flambe avec Benjamin Brami. Benjamin Boitez reste avec nous parce que le galop. Vous êtes propriétaire également, Benjamin Boitez. Oui, tout à fait. En obstacle, petit propriétaire et petit éleveur en plat obstacle. D'accord. Donc et vous êtes parieur. Et je suis turfiste. Et vous êtes parieur. Et puis le taulier, Cédric Philippe. De 0 à 10, vous mettriez quelle note pour les réunions du week-end, mon cher Cédric ? Je vous dirais ça dimanche soir. Oui, parce que les belles réunions, je le sais, c'est celles qu'on touche. Oui, voilà. C'est ça. Mais bon. a priori, elles ne sont pas euphorisantes. Elles sont pas euphorisantes. Bon, le Z5 de demain, 1300, parcours hybride, 1400 mètres à Saint-Cloud. Je ne sais pas ce qu'il leur prend. Avant, on n'avait pas ça. Maintenant, on nous met des 1400 mètres. C'est déjà du bon taux les handicaps. Est-ce qu'il y a lieu de mettre des milers sur 1400 mètres ? Je me pose la question. Et puis, on aura du terrain grand lourd avec un cheval. A priori, toutes les planètes sont alignées. C'est Shielding. Oui, Shielding, il a une belle chance. Maintenant, tous les planètes sont alignés. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marge. Ouais. La valeur qu'est la sienne. Un cheval qui fait bien le terrain lourd, qui est dur à l'effort, qui vient de prouver sa forme. Mais en la valeur qui est la sienne, il n'a pas le début de l'embryon d'une marge. Hein. Bon, allez, vous allez prendre la main sur le galop, mon cher Cédric. Vous allez me faire Saint-Cloud samedi, Longchamp dimanche. Je ne sais pas si lundi, c'est du plat. Oui. Ah bah, vous Marseille sur lundi. Allez, les deux Benjamin et Cédric, pour le galop, c'est parti. Donc les copains, on va commencer par le quintet de Saint-Cloud, donc le prix de Versailles, où Dominique voit comme beaucoup de personnes Shielding. Vous, alors les deux Benjamins, chacun à votre guise, qu'est-ce que vous ajouteriez à ce Shielding qui sera très en vue ? Écoute, moi effectivement j'aime bien Shielding. Je suis quand même curieux de voir ce que va refaire Dantès, malgré la pénalité. Ça fait quand même 3 fois qu'il s'envole. Il adore le terrain lourd, il a tiré un bon numéro de corde, 1400 mètres sans plein sa distance. Je suis curieux, j'ai pas de certitude, mais ça va être ma base quand même. Ensuite, mon ami l'Écossais, on peut pas lui reprocher grand-chose, c'est quand même une valeur sûre à ce niveau. Pareil, le terrain, ça va pas le déranger. Et puis Torpen, qui fait toutes ses courses depuis un petit moment, depuis qu'il a changé d'entraînement. Voilà, ça va être mes 3 bases. J'avais envie de dire Benjamin B, mais les deux sont Benjamin B. Alors, monsieur Boitez.
Écoutez, moi je pense que le parcours 1400 mètres, on arrive tout de suite dans le tournant, donc je pense que les places à la corde vont être prépondérantes. Je ne sais pas si le terrain sera suffisamment profond pour qu'ils aillent à l'extérieur. Il va être pénible, la liste est à 18 mètres, je pense qu'on va finir au fusain. En tout cas, les places à la corde, je pense qu'elles sont prépondérantes. Alors moi j'aime beaucoup mon ami l'écossais, et ça je pense que tout le monde le voit. Dantes, je pense que la pénalité, la pénalisation au poids va lui couper un peu les jambes dans ce terrain-là. Non, j'ai pas de préférence à part mon ami l'écossais qui est pour moi régulier, qui adore cette piste. Je pense en plus que l'aptitude est bonne sur ce terrain-là. Voilà, il a un numéro 10 à la corde, donc c'est peut-être le petit bémol. Bon, moi je suis comme Benjamin Bramy, je pense que cette fois-ci, Dantes va de nouveau gagner. Je vois Dantes gagner, le numéro 6. Et je ferai un petit 204 des familles avec le numéro 2, Caliste, qui ne rate pas une course en terrain lourd. La première course, qui est une course peu fournie, mais pas naturellement particulièrement évidente. Le prix Ferrari, on va jouer au Super 4, au Z4 ou au Top 4 ordre. De 5 Panthères semble la bonne base. Qu'en dites-vous ? Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a 2 chevaux qui se détachent dans cette course, le 5 Panthères et le 3 High Impact. Ils ont l'air un peu être au-dessus du reste du peloton, je pense. Fold pour moi, je passe. La 2, Critérium International, là, va falloir parler anglais pour s'immiscer sur la photo, à moins qu'ancienne Trom numéro 5 ou numéro 6 Purple Play dicte sa loi. Maintenant, Purple Play, c'est quand même pas les mêmes du tout. Et ancien Trom, faut quand même franchir ce palier, même s'il a quand même fait un truc le jour de l'arc. Il a fait un truc, c'était quand même la note intégrale dans Jean-Luc Lagardère. 200 mètres de plus, ça va être que mieux. Le terrain, l'autre fois, c'était déjà lourd. J'avais un petit doute l'autre fois, mais visiblement, ça l'a pas dérangé. Je pense quand même qu'il peut finir l'année en beauté, ce cheval-là. Puis il va falloir reprendre le numéro 2 en gel bleu, le lauréat du Jean-Luc Lagardère. Bon, s'ils reviennent, à mon avis, c'est à nouveau pour faire l'arrivée. Voilà. Je suis surpris, moi, qui recourt cet ancien Trom, parce qu'il avait vraiment été monté comme pour un bon 3 ans le jour de l'arc. On a vraiment lui donné une leçon en privilégiant la forme au résultat ou presque, parce qu'il a vraiment été monté off et c'était très difficile de refaire autant de champs ce jour-là. Donc malgré tout, je suis presque surpris de le revoir courir. Je pensais qu'on allait l'arrêter là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense que si André Fabre le recourt, c'est que le cheval doit être très bien. Et justement, ça m'encourage dans le fait qu'il faut le jouer demain, je pense. Moi, je dirais attention aux Anglais. Comme d'habitude, ce critérium, il est souvent l'apanage des chevaux étrangers, notamment anglais. Donc, évidemment, Angèle Bleu a très bien gagné. Je trouve que c'est un peu court pour un 2 ans de courir aussi vite. Maintenant, je vais dire ça, Cédric Boutin, il va se retourner. Il va avoir des problèmes. Non, mais je pense que les chevaux anglais, peut-être le cheval que monte Christophe Soumillon doit avoir une bonne chance chez les O'Brien. Bon, le Critérium de Saint-Cloud, là, c'est 2000 mètres. Là encore, on risque de souffrir. Je suis vraiment dans le brouillard. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Écoute, je vois à nouveau 2 chevaux entraînés en Angleterre, enfin de l'autre côté de la Manche. Le numéro 5 Goldspur, qui a vaincu en 2 sorties, qui vient de gagner un groupe 3 sur la distance, 2000 mètres, parce qu'à cet âge-là, 2000 mètres, il faut tenir la distance. Tout le monde ne peut pas tenir 2000 mètres. Et je vois la même ligne. Je vois le cheval qui vient de finir deuxième de ce Goldspur, ce inconquérable. Voilà, je pense que c'est mon jumelé là-dedans. Oui, je suis d'accord. Goldspur incontournable et probablement le vainqueur. Après, il y a le prix Perf, à ne pas confondre avec le prix Perte. On espère d'ailleurs que ça restera le prix Perf et non le prix Perte. Qu'est-ce que vous voyez dans ce groupe 3 de fin de saison qui respire l'usure de l'année ? J'aime bien le 9 Eslavida par le truchement du terrain, mais je ne suis pas non plus affolé par cette course-là. Je trouvais que Mythico l'autre jour était assez bon, mais parce que l'autre était quand même bien meilleur à celui qui l'affronte ici. J'ai l'impression que 2 chevaux se détachent un peu au papier. Tu n'en as pas parlé, peut-être que c'est moi qui fais fausse route. Je pense que le numéro 4 Manicourt, l'autre fois, est juste battu par Dubai Honor, qui depuis a très bien couru dans les Champions Stakes, se classe en 2e de Silly-Way. Bon, donc c'est quand même très bien. Et Century Dream, c'est un cheval qui est très dur, qui va dans le terrain. Donc ça sera un peu mon jumelé, le 4 et le 3 là-dedans. Oui, je suis d'accord. Et je vais rajouter le 7 Réchabar.
Ce n'est pas parce que je ne les cite pas que je ne les vois pas, Benjamin, c'est pour ouvrir sur les autres, sinon je citerai tous les chevaux qui ont des chances et vous ne serez là à titre d'utilité, c'est pas du tout le cas. Donc après Belle de Nuit, la 6e, j'aime bien le 5 Control Tower qui a tellement été gardé pour l'arrière-saison. On a fait l'impasse sur le Conseil de Paris pour courir ça, c'est probablement pas sans raison. Et quand je vois courir cette jument-là, j'ai une pensée pour Sébastien Maillot qui est tombé cette semaine et auquel on souhaite un prompt et total rétablissement, un jockey chevronné et toujours sympathique. Ouais, écoute, je suis d'accord avec toi. Control Tower, elle fait toutes ses courses. Je pense qu'elle va à nouveau bien courir. Mais là-dedans, j'aime bien aussi Joie de Soir qui vient de très bien courir dans le prix de Royaulieu. Et Karl Larina qui a été gardé un peu pour la fin de saison et les terrains lourds. Donc on est sur du 5-8 As. 8-5 voilà, As. exactement. Oui, je vous suis. Je pense que Karl Larina a une vraie chance si le terrain est profond, mais j'ai un doute quand même sur le terrain. Je pense qu'on va avoir du très souple, peut-être collant. J'ai pas dit qu'il allait être lourd, mais il va être pénible. Oui, il va être pénible, mais bon, j'aime bien Karl Larina. Voilà, je n'irai pas plus loin, c'est assez ouvert. La 7e, le prix de Fleur, là aussi un groupe de fin de saison pour femelles. J'aime beaucoup le 3 Nationalista, donc j'ai beaucoup aimé la course de rentrée. Je suis d'accord avec toi, elle a fait un truc sans nom. Fabrice Véron l'a respecté, elle est venue finir fort. Je pense que le terrain lourd, ça ne va pas la déranger. Et puis là-dedans, j'aime quand même beaucoup Sweet Lady, qui est une bonne jument, qui adore aussi le terrain lourd, qui avait fait grosse impression début d'année à Saint-Cloud, qui a été sans doute gardé aussi un peu pour la fin de saison. Ça va être mon couplet, 6 et 3. Ouais, j'aimerais bien que Sweet Lady gagne également pour Francis Teboul, que je connais bien, son propriétaire. Et j'ai aussi le cheval de Michael Delzangle qui est très bien, je pense, Jupira. Plus la forme de l'écurie. On ajoute donc le 3 au numéro 6 et As. As 3-6. La 8e course, le prix de Saint-Germain-en-Laye. Là, on retourne dans les handicaps plus compliqués, bien sûr, par définition, et plus dense et homogène. J'aime bien le 3 Persian qui est en pleine forme. Et pour une connerie, le 11 Samurage dans un bon jour, un cheval qui aime bien le terrain lourd. Alors là-dedans, je pense qu'il y a un cheval, ça va être tout ou rien. C'est le numéro 6, Not in Doubt, la pensionnaire d'André Fabre. Ça, elle me paraît très bien placée au poids. Et en plus, elle aura la décharge de Francesco Satalia, c'est le prénom? Ouais, un truc comme ça. Ouais, je crois un que doute c'est sur le prénom. ça. Mais tu n'as pas d'Aketo sur le terrain que l'origine? Oui, c'est un peu... ouais. C'est le seul truc. C'est le terrain, c'est une fille d'intercontinental, effectivement. Ça fait très peur. Bah, si elle va dans le terrain, je pense qu'elle va gagner. Si elle ne va pas dans le terrain, bon ben voilà. Moi, j'aime bien un cheval, mais ça fait 3 fois qu'il gagne de suite. Je pense qu'il a pris des kilos. C'est Topinambour, hein. C'est un cheval entraîné dans l'Est de la France. Et ça, c'est vraiment un spécialiste du terrain lourd. Donc si le terrain était vraiment profond, un peu pénible, je pense que, bon, malgré les pénalités, je pense qu'il a encore sa chance pour faire l'arrivée d'être dans les 3, quoi. Et on finit par la 9e dernière, le prix de Vol-Vicomte. J'aime beaucoup, pour une cote, hein, parce qu'on n'est pas là pour enfoncer les portes ouvertes, j'aime beaucoup le 908 Silencius. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi Laurette Gallo a pris son joker si ce n'est pas pour faire l'arrivée avec le Silencius, le numéro 8, qui n'a pas une très bonne course dernièrement. Écoutez, là-dedans, j'ai pas vraiment d'idée, je vais passer mon tour. Écoutez, moi, j'aime bien le cheval de Mathieu Boutin, Gaetano Donizetti. Mais effectivement, c'est une course très ouverte, handicap très difficile à déchiffrer. Cholet, on va faire l'économie, à moins que quelqu'un ait un mouchoir à la main, mais Cholet par définition, bon, non, c'est pas des grands lots, et surtout c'est un hippodrome qui est très très technique, puisque la corde est par définition abandonnée par les jockeys. On se bouscule tous pour aller à l'extérieur, c'est un peu comme à Clairefontaine, mais en pire. Donc c'est vraiment une question de tactique et de stratégie de jockey. Donc, ne sachant rien à ce propos. Oui, j'ai un cheval que j'avais pris en note. Je vais donner aux parieurs, aux turfistes, peut-être un conseil de jeu sur la 5e course à Cholet. C'est le 3, Royal de Sierre, c'est entraîné par Nicolas Paysan. C'est très adroit en termes d'entraînement et je l'avais vu très très bien débuter, couru moyennement après au Sable d'Olonne. Mais je pense que dans une course comme ça, ça peut gagner. Royal de Siergue. Voilà, on en sera. Ensuite, on part dimanche à Hanovre, on fait l'impasse, non, hein? Ah oui. D'accord. C'est dommage qu'il y aurait pu y avoir des réunions en France de galop, autre que Paris-Longchamp, mais apparemment,
Au galop, on n'a que Longchamp qui fonctionne. C'est dommage. Hein. Apparemment, la province a déjà fermé ses portes. Bon, donc on ira donc à Hanovre pour des spécialistes. Nous, on va se contenter des chevaux qu'on connaît, hein, qu'on connaît ou presque. À Longchamp, on va commencer par le grand handicap, le prix Le Parisien. Le prix Le Parisien, qui est un gros handicap pour chevaux d'âge. On n'a pas fait le plein, on a fait 3 épreuves, mais il a fallu supplémenter pour remplir un peu les courses. Et c'est vrai qu'il y a des très belles dotations pour des pelotons peu touffus en 2e et 3e épreuve, mais ça c'est un autre problème. Le Quintet Plus, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vais vous dire, je vais vous affranchir, je vois un cheval à 15 contre 1, je pense qu'il va gagner. C'est le numéro 9, Go With The Wind. Il a tiré comme un voleur de l'Arfeuille dernièrement à Paris-Longchamp. C'est un cheval que de terrain lourd. Là, cette fois-ci, il a un numéro en dehors. Donc, son jockey va être obligé de le reprendre et de le poser. Et si la course avance suffisamment, je pense qu'il va les traverser pour finir. Écoute, je vois le même que toi. Bah, ça doit être bon signe alors. Et derrière, j'ai mis le numéro 6, Jackson, qui reste sur une bonne course. Je sais que l'entourage est confiant. Le 5, Breeze of Fire, qui fait vraiment toutes ses courses aussi. Et le 12, Vezinaba, que j'aime bien aussi. Voilà. J'aime bien Go With The Wind, effectivement le 9. Et j'aime bien aussi Monsieur Xo, entraîné Yann Barberon. Donc dans cette réunion-là, bon après il n'y a pas de gros morceaux, hein. C'est vraiment de l'alimentaire, mon cher Watson. Là, à part le Royal Oak bien sûr. La première, c'est le prix de la Roseraie, course un peu fourre-tout. Si elle n'est pas, si elle fournit sa meilleure valeur, le numéro 9 Tasmania semble pas mal engagé, mais ça va pas me coûter très cher. Hein. J'ai pas beaucoup d'idées là-dedans. Free Only Face m'a un peu déçu. Je sais qu'il vient de courir à Fasek bien, proprement, donc pourquoi pas. Et puis l'X de la course là-dedans, c'est le numéro 6, Final Applause, qui rentre d'un an, une fille de Dubaoui, entraînée par Henri Lexpantal, qui avait couru une fois l'année dernière en Angleterre, qui avait gagné. Alors si ça se trouve, ça va peut-être gagner 2-3 longueurs. Voilà. C'est possible. Surtout Alex Mantal qui prépare toujours ses chevaux sont affûtés pour les rentrées. Donc j'aime bien aussi le 7 Rivaport qui a été supplémenté, entraîné Antoine de Vatrigan. Ensuite, on a la deuxième course qui est une course un peu fourre-tout aussi. J'aime bien le 5 Kabir, le 4 Prince Hamlet, mais c'est une course qui n'est pas particulièrement passionnante. Ouais, avant coup, il y a 3 chevaux qui se détachent un peu. Le numéro 4 Prince Hamlet, le numéro 5 Kabir et le numéro 2 Mansour. Voilà. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être le 3 Garling Gary s'il est prêt, un super 4. Voilà, si on veut faire un super 4. La troisième course, c'est la deuxième épreuve du handicap divisé. Ou la troisième, non, c'est la deuxième ou troisième. Ça va être la troisième épreuve du handicap divisé qui se court avant le quintet. Bon, apparemment les chevaux de 15 de valeur peuvent abîmer la piste avant le groupe 1. C'est un choix respectable. D'ailleurs, on le respecte. C'est un peu plus que 15 de valeur. Oui, non, bon, on force un peu le trait, 19,5 et plus. 19,5 et 27,5 la plus haute. Voilà, j'aime bien le numéro 9, 8 Tarsenet pour une cote, hein, vraiment. Ouais, c'est une chance. J'aime bien le numéro 1 Coral Boy qui vient de gagner, mais qui avait pris beaucoup de temps avant de gagner sa course. Ce genre de chevaux, quand ils commencent à gagner, ils peuvent en gagner 2 de suite. Moi, j'aime bien le 4 d'Alvini, entraîné en Belgique. Puis on va espérer ils n'auront pas le somme demain. Ancien Rouet Dupré, passé Fievez, pour partir chez Frédéric Rossi, qui aime bien les retourner Fievez. Et qui aime bien les terrains pénibles. Ouais, tout à fait. Ça peut être amusant. Sauf ce qu'il a fait de mieux, il serait déclassé. Oui, exactement. Mais c'est bien descendu au poids, donc je pense que dans les handicaps, il faut surveiller ça. Hein. Bien sûr. Le Royal Oak, on a senti un Rouet Dupré assez optimiste avec le numéro 8 Valia. Ouais, Valia, c'est vraiment une première chance. Là-dedans, j'ai un petit coup de cœur, le 509 Search for a Song, qui vient de s'envoler en Irlande. J'aime bien les chevaux en forme comme ça en fin d'année. On sait que les chevaux britanniques sont redoutables sur ce genre de distance. Elle avait aussi gagné les Irish Saint-Léger l'année dernière. Donc franchement, ça me paraît être une base assez solide. Alors pour moi, il y a un incontournable, c'est Glicon, le 2. Il reste sur 2 belles victoires et très franchement j'adore ce cheval. J'ai toujours estimé qu'il était plus à l'aise sur les longues distances. Ils ont attendu très longtemps avant de le courir sur plus de 2000 mètres. Donc dès qu'il est passé à 2004, 2005, et là c'est 3000 mètres, et je pense qu'il sera sur sa distance. Et c'est un très 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 bon cheval.
Il arrive avec beaucoup de morale. C'est vrai que s'il tient, il peut gagner. Ouais, qui a un défaut, c'est qu'il est rond, donc il ne peut pas courir les grandes courses. Mais voilà, donc ce genre d'épreuve, je pense qu'il a une vraie chance. La 6e course, le prix de Saint-Cyr. J'aime bien le 612 Reina Madre qui paraît bien engagé. Ouais, alors là-dedans, honnêtement, je vois rien de spécial. Donc dans le. Il en est où, Civil Rose? On ne saura jamais. On ne sait pas. Surprise. Surprise du chef. Même si ces dernières courses m'avaient un peu déçu quand même. Mais bon. Donc comme ça, je vais tenter un truc. Je vais tenter le 608 Emily Gray. Encore une fille de Dubaoui. Entraînée par Dermot Weld. Ça a des perfs corrects. Je me dis que s'il vient là, c'est sans doute pas pour rien. Voilà. Je vais tenter ça. Rien dans cette course, pour moi. Après, la deuxième épreuve du handicap divisé, j'aime bien le 701 Matt Lafristouille, qui aime bien le terrain lourd et qui est en forme. Pas mieux. Ça sera ma base là-dedans avec Mactava qui revient en forme. Mais je sais plus trop le terrain pour Mactava. C'est McPhee, mais ça peut l'air de beaucoup inquiéter David Smaga. Bon voilà. Alors voilà, ça va être mon couplet alors. Il y a un cheval que j'aime bien, c'est le 3, le cheval de Michael Serror. C'est imprononçable son nom. MDR Cafeu. MDRA Cafeu. Et non, c'est un cheval qui, il me semble, a une vraie aptitude sur ce terrain un peu profond. Je pense que ça va être profond. Longchamp, c'est toujours assez souple et profond et difficile aussi pour les chevaux qui n'aiment pas ça. Lui, il aime ça, donc voilà. Et puis j'aime bien ce cheval parce que je le joue régulièrement. Il s'appelle Bene Bene. Voilà, il a les initiales, nos initiales en plus. Ouais. Donc il est toujours là, il fait toujours son mieux et souvent à l'arrivée, je crois qu'il aime aussi le terrain. Non, alors ça, par contre, j'ai un petit doute parce que contré, parce que j'en ai souvent parlé avec Mathieu Boutin et justement, il me dit qu'il est mis en bon terrain ce cheval-là. Bon, on va voir. Ça va être le seul truc. Ce qu'on sait, c'est que dans la 8e, Missing Philo, il aime le terrain lourd. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est un vrai spécialiste de terrain lourd. Il a tiré l'autre jour. Ouais, il sera peut-être mieux au 16. Sans doute, c'est sa meilleure distance, ça c'est sûr. Aussi, pour en avoir parlé avec Mathieu. Maintenant, c'est vrai que sa dernière course vraiment est un peu inquiétante. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est peut-être un peu rapproché. Il n'a peut-être pas une préparation idéale. Enfin, j'ai senti que ça pouvait mieux se passer. C'est pas impossible. Mais j'aime bien le 7, moi, National Velvet, qui est en pleine forme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là-dedans, il faut tenter, je pense, le numéro 9, Carlina, que je trouve très bien placé au poids, associé à Stéphane Pasquier. J'aime beaucoup ses perfs. C'est son premier handicap, mais je pense que ça peut être un outsider très séduisant. Oui, je vois pas grand-chose. Peut-être une petite préférence quand même pour le 3, monté Olivier Pellier, avec les œillères. Je sais pas s'il est porté la dernière fois, mais voilà, entraînement est habile, Kobayashi. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant demain. 9e et dernière, on finit sur un lot nébuleux. J'aime bien le 6, Top Glory, et le numéro 14, It's On Us. Écoute, moi là-dedans, je vois le numéro 10, Angel Dust. C'était la note l'autre jour, ça a fini vraiment à 2000 à l'heure. C'est une fille de Le Havre, donc j'espère que le terrain ne va pas la contrarier, je pense pas. Et sur la même ligne, le numéro 13, Amandero. Oui, qui rate pas une course. Qui rate pas une course et qui dépend franchement d'un entraînement redoutable. Très habile. Très habile, voilà. Oui, j'aime bien le 6, moi. Top Glory, Gaëtan Topin, l'entraîneur. Pareil, ce sont des maisons, pas beaucoup de chevaux, mais ils font les choses bien, ils courent toujours à bon escient. Donc, je pense que ça peut être un bon prono pour demain dans cette 9e course, enfin dimanche. Lundi, Marseille-Borelli, est-ce qu'on a une idée le quintet, ça va être 10 à 0. Hein. Je sais que vous avez des antennes à Marseille. Benjamin, vous avez l'œil qui brille. Qu'est-ce qu'on fait? Non, j'ai pas tellement l'œil qui brille sur ce coup-là. Mais je pense qu'il y a une base intégrale. C'est le numéro 5, Just Formality, qui adore Marseille-Borelli, qui reste sur une victoire, qui peut se monter de l'avant. Je ne me rappelle plus du numéro qu'il a tiré dans les stalles. Il n'y a pas un numéro épouvantable. Je pense que franchement, c'est la base intégrale dans les 5 le 7, je crois. Bon, c'est parfait. Voilà, ça sera ma base. Après, il faut se méfier des protégés de Frédéric Rossi, je pense, là-dedans. Et j'ai senti Cédric Rossi pas négatif avec le numéro 3, Wookie, et le numéro 10, Satuna. Cédric Rossi qui a engagé Rougir. Qui court. Dans la Breeders' Cup. Breeders' Cup. Qui court. Filienmar. Exactement. Quelle distance? Je l'ai eu ce matin, elle court 1. Vous allez me piéger aussi. 2002, non? C'est pas 2002? Je pense que c'est 2000, non? 2002? 2002? Filienmar, j'aurais dit 2000, mais bon. Je sais pas, il nous avait dit 2002, lui. Mais les maîtres ici et les maîtres là-bas, c'est les mêmes?
On sait pas. Et peut-être que Siliway va courir à Hong Kong. Voilà. Ah, voilà, on a de l'info avec vous, Siliway. On n'a pas parlé Champion Stakes. C'est vous qui n'avez pas parlé, c'est vous le GO1, mon grand. C'était magnifique. C'était magnifique. Siliway, magnifique. Franchement, il a pulvérisé les chevaux anglais. Rien à dire. Magnifique. Il a gagné tout le temps ou presque tout le temps. C'est vrai. Hein. Et voilà, c'était bien parce que franchement, on avait été un peu mauvais cette année, les entraînements français en général, et voilà, ça relève un peu le niveau, c'est bien. Surtout avec un 3 ans. Combien d'années qu'on n'a pas vu un 3 ans pouvoir rivaliser à l'international? Ça fait très longtemps. Voilà. Bon, quoi d'autre? Rien. Vous venez d'arriver. Je sais bien. Tout va bien. Bah ouais, écoute, pareil. On a attendu la France hippique, tout va bien. Bah, pas encore, non. La semaine dernière, je dois vous féliciter parce que j'ai reçu Benjamin, quintet en 5, enfin Z5 en 5. Mais grâce à Cédric qui avait trouvé quand même le gagnant, le gadget de la course. C'est-à-dire que le gadget, il l'a mis en tête et vous avez rajouté les autres. Juste, c'est magnifique. En 5 chevaux. Et il fait quoi, un billet de 300? 1000. Un peu. Il fait 1000 300 000. 300 000. Ouais, d'accord. Bon, dans le désordre, mais quand même, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Au Z5, il n'y a pas de désordre. Bon, voilà. Allez, on va faire un tour du côté. C'est tout pour le galop ce week-end. Je sens vous débarrasser. Non, on va aller retrouver nos amis trotteurs. Kevin Baudon qui est là. Vous l'avez entendu en début d'émission. À Marseille, nous avons justement Alexandre de Koopman. Et s'il décroche, Jérémy Lévy. Allez, à tout de suite. Eh bien, après les pronostics avisés de Benjamin Boitez, de Benjamin Bramy, de Cédric Philippe, nous allons passer à la partie trop avec, dans l'ordre d'arrivée à l'antenne, Kevin Baudon. Bonsoir Dominique. Salut Kevin. Qui est là en début, on a une intervention avec Benjamin Boitez, le président de l'Association nationale des turfistes, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Nous avons à distance Alexandre de Koopman. Salut Alex. Salut Dominique, bonjour tout le monde. Deux coupes tuyaux, les biforts de Radio Balance, on n'en rate pas une. On vous suit et nous avons Jérémy Lévy, tout pareil, mais Gigi Turf. Salut Jérémy. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on va pas se voiler la face, portion congrue. Il y a beaucoup de courses à regarder pour prendre des notes en vue du meeting d'hiver de Vincennes qui débutera début novembre. Là, la belle réunion, il y a 2 belles réunions ce week-end. Il y a Caen. C'est demain samedi avec le prix de la ville de Caen et ensuite on va parler un peu de Reims, un peu d'Anguin et on en restera là. Prix de la ville de Caen, je le disais, c'est la course de croque-mitaine. Si vous regardez le site du trot, vous apercevrez qu'il y a beaucoup d'émojis rouges parce que beaucoup de chevaux font le tour. Je vais vous laisser la main, vous allez animer la partie trot, Kevin, avec Alexandre et Jérémy. Alors on va commencer par le dessert alors, puisque c'est la dernière course du programme. Effectivement, Dominique, c'est une course où il y a beaucoup de chevaux qui vont avoir très très peu d'ambition. Pour ma part, je détache et je pense que ce sera pour mes collègues la même chose. Le 12 Ferrywood, le 16 Buxy Malone qui est double tenant du titre. Au pré-poteau, on a Echo de Chancelly, Fakir du Loro. Et j'aime bien aussi le numéro 7 Bloomer qui se plaît très bien sur cette piste. C'est votre cheval, Jérémy. Il en a parlé. C'est une magnifique passe pour notre ami Jérémy qui va pouvoir nous parler de Bloomer. Moi, en tout cas, je vois une première chance. Au moins pour les places. Ouais, je partage un peu cet avis. Je l'aurais mis 4-5e dans un pronostic. Le cheval est très bien à l'entraînement en ce moment. C'est sûr qu'il est beaucoup plus performant monté, mais bon, là, c'est une belle course. L'engagement ne se refuse pas et je vois aussi un duel entre le numéro 16 Bugsy Malone et le numéro 12 Ferrywood qui semble avant le coup nettement au-dessus d'un lot comme ça. Bugsy, 4450 mètres à Caen, il peut pas rêver mieux. Donc voilà, avant le coup, ce sont les 2 chevaux de la course. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce qu'a dit Kevin? Peut-être Cara Williams, qu'il faut certainement reprendre. J'étais très confiant la dernière fois dans le circuit européen. Le cheval n'a été que l'ombre de lui-même. Pas trop à l'aise en plus dans les virages à main droite. Donc à voir. En bout de piste, j'aime bien Blues des Landiers, le numéro 14, que la distance ne va certainement pas déranger. Et puis le numéro 6 Foxtrot qui peut pimenter les rapports du pit 5. Voilà, je pense qu'on a été exhaustif, on a coupé l'herbe sous le pied d'Alex. Ouais, mais je vais quand même relancer Alexandre sur ce que tu as dit, Jérémy. Cara Williams, personnellement, je le trouve, même si je le respecte encore, hein, ce cheval qui a une magnifique carrière, c'est quand même un gagnant de groupe 1. Avoir l'avis d'Alexandre sur ce cheval qui est quand même fortement déçu, est-ce qu'on peut espérer le revoir à un niveau au moins correct cet hiver et tout du moins pour cette course?
D'après ce que je sais avant, il y avait un petit peu un problème à mon avis, c'est un problème d'artifice qui lui ont pas convenu. Donc je pense pas qu'il soit cuit, le cheval. Je pense qu'après le Tour européen, c'est mal passé pour lui. Maintenant, si on reprend ses performances précédentes, que ce soit à Abbey ou même à Bichy, je pense qu'il faut quand même le garder pour être 3, 4, 5 dans une course comme ça. Je le vois pas gagner. Mais je sais que le cheval, il travaille toujours bien. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas rasé et qu'il peut être placé dans une course comme ça. Après, vous avez bien fait le tour de la question avec Bugsy Malone, Thierry Wood, Facteur du Loro et Coach Fancy, à mon avis, qui sont les 4 chevaux de la course. Parfait, on a attaqué plutôt bien cette réunion. On va redescendre de plusieurs étages. On va prendre la réunion dans l'ordre. Avec la première, une épreuve au trot monté. On sait que là-bas, c'est toujours particulier. Ça part vite et c'est celui qui tient le plus longtemps. Quels sont vos préférés dans cette épreuve? On va commencer par Alex, qui avait la parole. C'est une course très ouverte. Moi, je vais peut-être pas me lancer. Si vous voulez un petit outsider, attention à l'As Amarant de Start, qui a très bien couru la dernière fois dans la course de rêve. J'ai vraiment bien aimé sa fin de course. Alors, si vous cherchez un outsider à 20 balles, gardez-la, mais je vais pas trop me mouiller pour les favoris. Jérémy? Moi, j'aime beaucoup un cheval qui a changé d'entraînement il y a peu de temps. C'est le 14 Historien Galbe. Pour ne rien vous cacher, je m'étais même renseigné pour voir s'il était à vendre à un certain moment. Et sa dernière course à l'attelage est ni bonne ni mauvaise, elle est difficile même à juger. Et je pense que le fait de revenir monter à main droite avec un nouveau jockey et déférer des postérieurs pour la première fois, ça peut être très amusant de jouer ce 14 Historien Galbe. C'est une course très ouverte. Ouais, parfait, moi dans cette course pour essayer de la même façon de trouver un outsider marrant, j'aime bien Hello Bleu, le numéro 6 qui en valeur pure aurait largement la pointure. La deuxième, c'est une épreuve intéressante, c'est des J qu'on connaît pas forcément. Est-ce que c'est un grand lot? Pas forcément, mais on peut voir des révélations. On a le Joker de l'Épine, le numéro 10, qui n'a pas loupé ses débuts. On a Jamiroquai, le numéro 7, un peu sûr de Philippe Heller, qui, une fois n'est pas coutume, a été débuté sur l'hippodrome de Lyon-Paris, qui s'est imposé avec David Becker. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de cette course? Je la trouve compliquée, moi, cette course. J'aime bien le numéro 9, Javané Delot. Je trouve que c'est un potentiel lauréat à Bellecote. Je trouve qu'il y a beaucoup de poulains qui sont difficiles à situer, comme Jetpack, qui avait montré, j'en avais eu de très bons bruits en début de carrière et ça s'était bien concrétisé d'entrée de jeu. C'est un cheval qui n'a pas forcément la lumière à tous les étages, donc il est compliqué à saisir. La deuxième course était beaucoup moins bien. Joker de l'Épine l'a très bien fait pour ses débuts. Maintenant, on ne sait pas trop ce que valait le lot. Junior Mélois, c'est un poulain propre. Justin Bold aussi. Voilà. J'aime bien le numéro 9, Javané Delot, et bien sûr Jamiroquai qui est forcément incontournable. Il y a juste une chose qui me chagrine avec lui, c'est qu'on est allé débuter du côté de Lyon-Paris avec lui. Pas dans les habitudes de Philippe Allaire. Alors peut-être qu'il avait un potentiel acheteur dans le coin, mais voilà. C'est le bémol que je ressortirais. Oui, après le cheval a gagné, pas en champion du monde. Après, on lui demandait de battre l'opposition, il l'a fait. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à un petit peu plus de marge. Je te rejoins sur Javané Delot. Louis Baudron, qui en avait parlé d'ailleurs dans cette émission il y a 3 ou 4 semaines. Il aimait bien ce poulain qui avait gagné sur l'herbe et qui a loupé sa course suivante, mais il faut absolument le reprendre. Alex, qu'est-ce que tu vois dans cette épreuve? Moi, je vois comme toi, Joker de l'Épine. Je trouve que son dernier kilomètre était quand même très bon. Et Cabourg, il est précoce, il est fait pour briller maintenant. Je rachèterai le 8, un Jetpack qui avait quand même bien gagné sur cette piste pour ses débuts. Et attention, numéro 5, un Janeiro du Gîte. La dernière fois, il est un peu malheureux dans la course de Joker de l'Épine quand il l'a passé. Je pense qu'il n'a pas eu trop ses aises. Je l'ai pris en note à plusieurs reprises, ce poulain-là. Je pense que c'est la cote intéressante de la course. Parfait. On enchaîne avec une épreuve très ouverte, un petit peu à l'image de cette réunion. Il y aura beaucoup de lots de cet acabit. Il y a une pouliche qui va sûrement recueillir la majorité des suffrages. Iberica, le numéro 8, la penseur de Thierry Duval d'Estaing, qui compte 3 victoires en 4 sorties. Est-ce qu'on a des choses intéressantes à glisser derrière, peut-être des choix à Bellecote, Alex? Ouais, moi j'ai fait le papier rapidement dans cette course. Elle est très dure. Hein. Iberica, le 8, ouais, le 5 Illusion et le 6 Infusion du Bocage. J'ai joué plutôt la première ligne.
Ouais, moi j'ai un gros coup de cœur pour le 6 Infusion du Bocage, qui est une jument de classe, qui a énormément de tenue. La distance va peut-être être un peu courte, mais bon, c'est un parcours quand même qui requiert pas mal de tenue, donc je me méfie, c'est une grande piste, des longues lignes droites, c'est vraiment le parcours va peut-être lui plaire si elle ne monte pas trop en pression avant le départ, le numéro 6 Infusion du Bocage. Parfait, moi je rejoins Alex sur le numéro 5 Illusion avec Franck Nivard. Elle avait fini deuxième d'Ivory-Méloise sur l'hippodrome de Vincennes dans un excellent chrono. Le numéro est bon derrière l'autostart. Je trouve que c'est un pari très intéressant. La quatrième aussi est très, très ouverte. Il y a deux chevaux qui se détachent. C'est le 3 Aldo Deschamps qui devra rester au trot et le 6 Happy de la Côte. Messieurs, on va commencer par ce coup-ci par Jérémy. Encore une épreuve très très ouverte. On pourra avoir des surprises même si ces deux chevaux semblent un petit peu au-dessus du lot. Ouais, moi j'ai un gros coup de cœur dans cette course. C'est vraiment la course objective de la journée pour moi. J'adore le 411 Hidalgo du Rib, même s'il me le rend mal pour l'instant. Un cheval qui a réalisé 2 courses de réapparition très propres, surtout la dernière à Gragne, on ne s'est pas trop occupé de la course. Cette fois-ci, sera déférer des antérieurs, plaquer des postérieurs. On connaît l'habileté de son entourage pour déférer les chevaux, et je trouve vraiment qu'il fait face à un lot à sa portée, et je pense que la piste de Caen est parfaite pour lui. Et je lui associe le 6 Happy de la Côte, le 16 Here We Go qui vient de s'imposer à Gragne. Et j'aime bien pour une cote le numéro 4, Eliossi, pour qui la piste va être une bonne piste pour lui. Mais voilà, le 411 Hidalgo du Rib, ça va être pas loin d'être mon objectif de la journée à Caen. Parfait. Ouais, moi, je suis d'accord avec Jérôme. J'ai un gros coup de cœur pour ce cheval-là. Il avait quand même gagné en 13 sur les 2007 de Vincennes, mais après, il reste compliqué. Mais je pense que c'est vraiment le cheval de classe du lot. Et le 6 Happy de la Côte, je sais que Sébastien Garato l'a toujours beaucoup aimé. Il retrouve Eric Raffin avec qui il n'a jamais été battu. Voilà, c'est un cheval qui n'a besoin de personne et qui mérite un large crédit dans cette épreuve, donc 11 et 6 pour moi. On retrouve des chevaux un peu plus connus des turfistes avec une épreuve qui ne réunira que 12 partants, puisque le 13 Brio de Tillard est forfait. Une épreuve sous la selle avec des chevaux bien connus. Est-ce qu'on peut s'attendre à une arrivée logique ? Ouais, il y a un cheval qui a remonté du mieux la dernière fois, c'est le 609 Émir de Robomar. Il a vraiment été très bon, alors que pour sa rentrée montée, c'était plus que moyen, enfin injugeable quoi. Et là, avant le coup, voilà, les 2 chevaux de la course, c'est le 9 Émir de Robomar et le 5 Elino Pilou qui s'est un petit peu asphyxié la dernière fois à Angers. Il sera mieux sur 2004 à Caen. Faut peut-être tenter Émir de Robomar, qui est quand même le cheval de classe du lot, qui a croisé le fer avec les meilleurs éléments de les meilleurs éléments d'âge au monté à Vincennes. Et je pense qu'il trouve une très belle occasion de renouer avec la victoire. Alexandre. Ouais, je suis d'accord avec Jérôme pour Émir de Robomar. Après, il y a une jument qui est la moins riche du lot, mais elle adore Caen. Il y a couru 2 fois, c'est First Princess, le numéro 1. Elle a couru 2 fois là-bas et 2 fois gagné. Elle a beaucoup de vitesse. Et elle va pouvoir quand même les emmener à un moment. Donc, je pense qu'avec ces 3 chevaux-là, on ne devrait pas être loin de la soupe. Ça t'embête pas qu'elle ait poussé fort à droite tout le parcours à Mokanchi ? Non, après, non. Non, après, c'est vraiment une piste pour elle, Caen. Donc, après, à Mokanchi, je pense qu'ils sont un peu battus avec Fantasy aussi. Donc, Fantasy qui est quand même une drôle de cliente en ce moment. Donc, je me méfie quand même de cette First Princess, mais je suis d'accord qu'Émir de Robomar, en valeur, il est au-dessus. Après, Edino, j'ai un peu peur, qu'il soit un peu trop fantasque des fois pour sa partenaire. C'est pas le cheval le plus facile à monter quand même. Et on va demander l'avis de Benjamin Boitez qui me paraît très chaud sur cette course et qui voulait intervenir. Non, je suis pas un spécialiste du trot, mais je suis quand même en bon turfiste, je suis toutes les courses. Donc j'aime bien un cheval, j'aime beaucoup un cheval à l'attelé qui s'appelle Effigie Madric, et là qui va débuter monter visiblement. Qu'est-ce que vous en pensez là, les spécialistes du trot Je l'aime beaucoup moi ce cheval. Elle a beaucoup de vitesse. Ouais, Jérémy. Vas-y Alex, je te laisse. Non, je crois qu'elle avait couru monter 2 fois, ça c'était pas avéré concluant en fait. Elle avait été 2 fois d'ail. Donc, mais c'est sûr qu'en classe pure, elle a le potentiel pour faire l'arrivée d'une course comme ça. Ouais, d'autant que la piste devrait lui plaire. Voilà, petite note. On la mettra en bout de piste. On a toujours quelques surprises sur cette piste de Caen. Il y a toujours des petits chevaux qui s'intercalent à l'arrivée. On va continuer avec la 6e avec DG.
Une épreuve encore assez ouverte. Moi, j'aime bien Gitano Durible, le numéro 3, le 5 Gold Star Tony qui revient du trop monté, et surtout Grande de Ranchy avec Franck Nivard qui a eu le mauvais parcours en dernier lieu. Elle est bien placée, c'est une bonne droitière. Je trouve que c'est un bon pari. Quels sont vos choix dans cette épreuve, messieurs? Moi, j'aime bien le 6 gamin normand. Je pense que le fait de l'avoir mis sous la selle peut l'avoir un petit peu réveillé et mis sur la main. Donc, je trouve ça très bien, d'autant qu'il y a beaucoup de femelles dans le lot et je trouve que les mâles ont quand même globalement un avantage dans ce genre d'épreuve. Le 9 honneur du CB, je pense qu'il est incontournable aussi, à rajouter aux 3 femelles que tu as donné, Kevin. Et c'est une course pour prendre des notes, hein. Vous voyez, en seconde ligne, il y a beaucoup des Thomas, des Bazirs. Regardez vraiment bien ce qui va se passer à l'arrière et pour pouvoir jauger de l'état de forme des chevaux qui vont courir en tout début de meeting dans une quinzaine de jours. Moi, par contre, mon grand coup de cœur, ce sera Honneur du CB, qui vient quand même de jouer de malchance à 2 reprises. Il a quand même des titres, je pense, meilleurs que cette course-là. Voilà, le seul bémol, c'est le numéro en dehors, mais je pense que sinon, il est un peu meilleur que les autres de la course. Parfait, et on termine cette réunion avec encore une belle course, des chevaux de bons quintés, hein, sur la cendrée parisienne. Il y a Destin Carizet, Eric Raffin, Doux Parfum, Liot d'Ambry, le numéro 15, et encore Fidélité, le numéro 12. Est-ce qu'on s'achemine vers une arrivée logique selon vous avec les favoris? Bon, oui, avant le coup, je pense. Destin Carizet, la rentrée était super bonne. Après, c'est une distance un peu courte pour lui, mais il devrait peut-être pouvoir s'en sortir. Le 12 Fidelity, qu'on reprend évidemment. Et j'aime bien le 15 Liot d'Ambry, qui est un vrai cheval de vitesse et qui est vraiment sur la montante actuellement. Moi, pour sortir un petit peu des sentiers battus, je vous conseille de garder le numéro 7, Florida Sport, dans vos jeux. Elle vient de très bien courir monter et je l'aime bien sur courte distance depuis qu'elle est arrivée chez Charlie Marie. Donc attention à elle pour une grosse cote dans le multi, sinon ça va tourner autour des chevaux en vue. Parfait, voilà, on a terminé cette réunion de Caen qui n'est pas inintéressante, loin de là, et on s'achemine doucement mais sûrement vers le meeting d'hiver qui commencera le mercredi 3 novembre. Ce samedi, on aura également une réunion sur l'hippodrome de Reims. Est-ce que vous avez jeté un rapide coup d'œil, messieurs? Ouais, moi j'ai regardé, j'ai noté 3 chevaux, dont 2 dans la même course. J'aime beaucoup le 204 Roudan Montaval, qui retrouve peu à peu ses meilleures sensations, qui sera déféré des 4 pieds. Il évoluera sur un parcours à main droite qui va bien lui convenir. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui manque peut-être un petit peu de cœur, mais sur cette piste de Reims, ça va bien se passer, je pense. Surtout avec Théo Duval d'Estaing, et dans la 5e, une épreuve réservée aux poulains. Je vais taper en tête avec le 503 Y d'Emeraude, qui a été très malheureux la dernière fois, et le 507 Yes Weekend, qui, même s'il a été un petit peu décevant dernièrement en gain, est dans un bon lot, et je pense qu'il sera mieux à main droite. Donc voilà, 503 et 507. Parfait. Moi, j'ai noté à Reims, comme Jérôme, le 204 ou dans Montaval, avec le petit couplet avec le 6 Arpagoro, c'est un cheval à Gilles qui a fait une démonstration la dernière fois. Dans la belle course de la journée, le 408 Exhaust Nous avec le 411 Europa de Chenu. J'aime beaucoup également le 503 Epsilon d'Emeraude, mais je crains le 506 Icard de Forge qui sera plaqué devant première fois. Et enfin, le 606 Breakerwell, qui a vraiment fait sensation au Mont-Saint-Michel dans un bon chrono. Je pense qu'il peut répéter. Nickel pour cette réunion de Reims samedi. On va passer dimanche avec une semi-nocturne. Il y aura les galopeurs en réunion 1 et du côté de Paris, enfin en région parisienne, on aura Anguin en semi-nocturne avec une réunion avec pas mal de courses européennes, et ce sera justement la première qui nous intéresse avec Ibra Bocco, Jean-Michel Bazir. Est-ce que selon vous, il peut s'imposer, un choix qui est peut-être en retard de gain? Ouais, effectivement, on en a entendu de bons bruits depuis qu'il est arrivé chez Jean-Michel Bazir. Maintenant, il était bien battu par Armouras avant de perdre le bénéfice de ses efforts. Vous en connaissez les raisons. Moi, je vais reprendre en confiance le 110 Vicky Laxmi, qui a beaucoup tiré la dernière fois en tête. Là, son positionnement en seconde ligne va être un atout pour lui. Feel Good des Bois, là, c'est incontournable. Et je serais tenté aussi de reprendre le numéro 9, Coman Hugo, qui a eu un parcours cauchemardesque la dernière fois et qui peut prendre une place à Bellecote. Ouais, pas grand-chose à ajouter, mais Ibra Bocco, je pense que c'est vraiment un bon cheval. Il n'a pas encore tout montré, donc je pense qu'il peut gagner une épreuve comme ça. Et je lui opposerai directement là, c'est un Feel Good des Bois qui vient de s'imposer dans des conditions identiques. On continue avec la deuxième épreuve qui est encore
européenne avec des chevaux de grande qualité. Jérémy, tu as parlé d'Armour As qu'on retrouve avec le numéro 3. Personnellement, j'ai un énorme coup de cœur. Je ne sais pas si c'est pour aujourd'hui, mais c'est un cheval qu'on va sûrement toucher prochainement. C'est le numéro 12, Digital Races, qui a des très bonnes lignes, alors même si c'était une ligne perdante évidemment. Mais c'était quand même Calgary Games. Voilà, il est terminé deuxième de ce cheval qui sort de l'ordinaire. Moi, ce sera mon gros pari dans cette épreuve. Et même si c'est pas là pour cette fois, il faudra le suivre en confiance. Il a intégré l'effectif de Fabrice Soulois. Quels sont vos préférés? Une épreuve qui est finalement peut-être plus dure qu'il n'y paraît. Ouais, après, Armoras, le 3, il cumule il n'est pas verni, ce petit cheval. Je pense qu'il devrait remettre les pendules à l'heure. Et il faudrait que je me penche sur la course de Digital Races la dernière fois. C'est vrai que avant le C'était départ, pas si mal. Fabrice, mais il courait pas mal. en disait du bien, et il disait aussi que le cheval était arrivé très récemment dans ses box, donc il n'avait pas pu bien travailler dessus. Je serais tenté de reprendre le 206 Hermès Pat aussi, dont les dernières sorties ne reflètent pas la réelle valeur. Il se plaît bien en gain en plus, donc à mon avis, il faut le reprendre. Un cheval qui a eu des ambitions semi-classiques. Alex, pour toi, dans cette épreuve? Oui, Armoras qui sera nettement mieux départ lancé. Donc on le reprend. Moi, je reprendrai également le 4 Exodus Brick. C'était pas mal l'avant-dernière fois. J'aime bien le 2 Gallardo Cagne, qui adore la piste d'Anguin et qui vraiment se transcende actuellement. Et je me méfierais également, comme toi, de ce Digital Races, le numéro 12, qui je trouvais que la dernière fois c'était pas mal du tout. Donc ça peut faire un petit multi sympa. Alors on enchaîne avec une épreuve pour des femelles. On va entamer le milieu des réunions, on va dire, qui est un petit peu plus creux, avec une épreuve qui n'est pas si facile. Qu'est-ce que vous voyez dans cette course? Digalia, la concurrente étrangère suédoise, va être certainement la favorite. Maintenant, il n'y a pas non plus une heure de marge, et je pense qu'on peut lui opposer le 7 Fabulous Fini, qui se plaît énormément à Anguin, qui avait même été très surprenante cet été, un jour face à une opposition très relevée, puisqu'elle battait Favori de Liton, il me semble. Et là, ce Fougue du Dollar qui revient très bien, qui se plaît 2100, donc voilà. C'est une course assez compliquée, ça. Après, c'est vrai que Digalia, le dernier coup dans la course de race, elle fait tout donner au vent quand même, donc je pense qu'elle peut prendre sa revanche sur Fougue du Dollar. Et comme toi, Fabulous Fini, qui avait gagné très plaisamment sur cette piste, donc peut-être 3 partants. Alors on enchaîne avec une compétition qui va peut-être réserver des surprises. Elle est vraiment pas facile, même s'il n'y a pas forcément énormément de partantes, messieurs. Est-ce que Galacté de Chenu est une bonne favorite? On a également Goldie Star, le numéro 4, qui vient de s'imposer. Ça va être tout ou rien avec Galacté de Chenu. Moi, il y a une jument que j'aime bien, et qui, à mon avis, il faut la reprendre en confiance. C'est le 406 Gabana. C'était vraiment très bien avec un bonnet fermé l'avant-dernière fois, et la dernière fois, elle s'est montrée rapidement fautive. Je pense qu'il faut vraiment la reprendre en confiance. Mais ouais, Galacté de Chenu, ça va être tout ou rien. 13-2 la dernière fois, c'était quand même très très bien. Donc je pense que si elle répète ça, elle sera pas facile à déloger. Et Goldie Star, la petite Goldie Star numéro 4 qui est impressionnante parce que la dernière fois, elle marquait 13-6 à 2007 à Cabourg. Donc voilà, il va falloir encore compter avec elle, mais je pense que Galacté est un peu au-dessus. Allez, on enchaîne avec une épreuve pour des 4 ans. La favorite sera sûrement Alma Damer, l'entraînement de Charles Dreux, la drive d'Éric Raffin. Ça paraît très très compliqué derrière, et j'ai envie de dire qu'il peut presque tout arriver. Quels sont vos choix? On va commencer par Alex. Je suis comme toi, Alma Damer. Je trouve que c'était bien le dernier coup là, pour la rentrée après sa disqualification. Elle va être plaquée devant première fois. Avec Eric Raffin, je pense que c'est une favorite intéressante. Et j'ai assisté à la victoire de Holland Nap en dernier lieu sur l'hippodrome de Borrelly. Elle gagnait avec de la marge. Voilà, et Romain Dorieux était très confiant ce jour-là. Là, il va la plaquer devant. Je pense que c'est pareil, il va falloir compter avec elle. Moi, j'aime bien Historia 4, qui est la concurrente de classe du lot, et je pense qu'elle est capable même de gagner si elle est sage. Maintenant, il va falloir que Thomas Lévesque soit très en forme pour la tenir au trot.
Parfait, on continue avec une épreuve pour des I. On aura le frère de Dijon qui s'est plutôt bien imposé sur l'hippodrome de Rambouillet en poulain perfectible. Là, il monte quand même au moins d'un échelon avec ce numéro 10. Est-ce qu'on peut en faire une base solide? C'est encore très ouvert. T'as passé la 6ème. T'as passé la 6ème, la course montée là. Ah oui, mais moi j'avais rien dedans. J'ai sauté la course, effectivement. Ça me dérange pas. Ça m'arrive aussi. Ça me plaît pas non plus. J'aimais bien Flamenco Giel dans la 6ème, avec qui ça sera encore tout ou rien. C'est un cheval particulier, mais on peut passer à la 7ème. Oui, j'ai voulu aller trop vite parce que effectivement cette course ne m'inspirait guère non plus. Mais on note ton choix, Jérémy, quand même pour cette course. Dans la 7ème, moi j'aime bien le numéro 5, I Love You Tech. Un poulain que j'aime beaucoup, qui a de la vitesse, il n'est pas forcément précoce. Il m'a beaucoup plu le mois dernier à Vincennes. Je sais que la famille Nathalie Gelpierre et Yannick Thiers l'aiment bien d'ailleurs. Donc voilà, avec le 5 en première ligne, il va falloir compter avec lui pour finir parmi les 3 premiers. Pour moi, c'est un tout petit lot. Hippolyte, le 6 sera beaucoup mieux sur une courte distance. J'ai un abonnement en cours sur le numéro 11, Hippolyte de Thiézac, qui me fatigue un petit peu, mais faut le garder dans les multis. Il y aura 40 contre 1 cette fois-ci, et il est capable de réaliser un numéro. Et on peut rajouter pourquoi pas le numéro 3, le Ibrahim Durib, qui sera une nouvelle fois plaqué, qui a pas une grosse marge, mais qui découvre des conditions intéressantes. Et on termine cette réunion avec des J. Il y aura notamment le numéro 6, c'est John Wick, qui réalise pas forcément un début de carrière très très encourageant, mais je sais que Romain Dorieux l'aime beaucoup. Il fait partie de ses meilleurs 2 ans. C'est un produit de Dijon, et dans cette course qui s'annonce finalement assez difficile à déchiffrer, il va surtout rester au trot. On a vu notamment le 13 Joker Janeiro qui a loupé ses débuts, mais qui a montré quelque chose en retrait. Donc c'est vraiment pas facile, une course vraiment pas évidente à jouer. Ah, effectivement, j'avais les mêmes bruits concernant John Wick de la part du maréchal Sébastien Griset, qui fait les chevaux de Romain Dorieux, à qui je passe le bonsoir d'ailleurs. Effectivement, Joker de Janeiro, on vient à Paris directement, et Fabrice Soulois vient rarement à Paris pour rien avec ses poulains. Donc voilà, va falloir faire un choix après les hits et les canters, mais à mon avis, ce Joker de Janeiro, il est à suivre de très très près. Ouais, je pense que c'est un autre poulain de qualité. Je vous rejoins sur John Wick. D'ailleurs, j'ai bien aimé quand même son comportement après sa disqualification la dernière fois. Et idem, quand j'en ai parlé avec Romain Dorieux la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit un nom, il m'a donné son là. Donc je pense qu'il faut le reprendre. Le 13 Joker Janeiro qui s'était très bien qualifié. Et attention au 8, un Jewel je pense qu'il aurait gagné pour ses débuts à Laval s'il n'avait pas fait la fois dans le tournoi final. Voilà, je pense que c'est vraiment les 3 poulains qui ressortent un peu du lot. Maintenant, ils sont pas simples, ils sont encore bébés, mais voilà, je pense qu'il faut la regarder cette course-là et éventuellement la jouer. Ouais, moi j'appuierai une nouvelle fois le numéro 6 John Wick. Voilà, si c'est pas pour dimanche, il faudra le suivre dans les prochaines semaines. Après, c'est vrai qu'au Croisé-la-Roche, c'était pas si mal que ça. Il était un petit peu gêné avant sa faute, ce qui explique qu'il se soit un petit peu perdu l'autre jour dans le printemps. Il a fait la faute, mais comme tu disais, Alex, c'était bien derrière. Donc ce John Wick, il va forcément rendre l'estime que lui porte Romain Dorieux, son entraîneur, et ça clôturera cette réunion de dimanche sur l'hippodrome d'Anguin. On a fini. C'est extraordinaire. Eh bien, écoutez, il reste à remercier l'ensemble de nos intervenants. Vous avez pu entendre la très belle interview de Teresa Révé, qui est auteure de La course parfaite. C'est la biographie de François Maté, le maître entraîneur. Avec nous également Alain Doré-Dupré, Benjamin Boitez, le nouveau président de l'Association nationale des turfistes, et tous nos chroniqueurs, Cédric Philippe et Benjamin Bramy de Pariteur, Falim Bouakaz du Parisien, Alexandre de Koopman, Jérémy Lévy, Kevin Baudon. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? A priori pas. Si, comme d'habitude. Comme il montre du doigt. Il ne faut pas montrer du doigt, Cédric Philippe. Arthur Maggioli, qui était le réalisateur de cette émission. La semaine prochaine, même endroit, même heure, nous serons au Cardinal pour un nouveau numéro de Radio Balance. D'ici là, portez-vous bien
Et surtout, jouez les chocos de Radio Balance. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.